Une petite infirmière sans nom, pas digne de mon fils. Ces mots, glacés de mépris, furent prononcés par Véronique pour briser l'avenir de deux cœurs amoureux. Elle avait mobilisé tout son pouvoir pour empêcher le mariage de son fils avec une fille, d'en bas. Mais le destin, lui, aime tisser des trames étranges. 12 ans plus tard, en entrant dans une prestigieuse clinique de rééducation avec son petit-fils, la grande dame s'arrêta net devant le bureau du médecin-chef. Chers amis, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une femme qui, à travers la douleur, a trouvé la force de renaître. Avez-vous déjà vécu une épreuve si difficile qu'elle a fini par ouvrir la porte à un bonheur inattendu? Racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire de courage est une lumière pour ceux qui traversent des jours sombres. Et maintenant, notre récit commence. Le soleil d'hiver filtrait à travers les stores, jetant des bandes dorées sur le bureau d'Hélène Dupont. L'air sentait le thé fraîchement infusé, mêlé à une trace subtile de médicaments, un parfum devenu chez elle presque familial. La clinique de rééducation, Renaissance, vivait au rythme précis et tranquille de son quotidien. Au fond du couloir, des rires d'enfants résonnaient, les machines ronronnaient doucement, et les infirmières échangeaient à mi-voix. Hélène ajusta machinalement une photo dans son cadre en bois. Un garçon souriant, les yeux vifs et légèrement sur la réserve, la regardait à travers la vitre. Mathieu. Son fils. Sa victoire. Et sa douleur. Les murs du bureau racontaient mieux que n'importe quelle autobiographie les dernières années de sa vie. Des dessins d'enfants maladroits mais pleins de couleurs. Des lettres de remerciements de parents, dont les enfants avaient enfin fait leur premier pas après de longs mois d'immobilité. Des diplômes, des attestations, preuve d'un apprentissage sans fin. Derrière chaque feuille punaisée, il y avait un destin. Un chemin de l'abattement vers l'espoir. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Docteur Dupont. C'était Lisa, la jeune secrétaire, fraîchement sortie de l'école, et qui rappelait à Hélène ce qu'elle-même avait été 12 ans plus tôt. Il y a une dame qui souhaite vous voir sans rendez-vous. C'est personnel, dit-elle. Elle insiste beaucoup. Hélène jeta un œil à l'horloge murale, ancienne, héritée de sa grand-mère, qui marquait doucement le temps depuis son arrivée dans cette ville. J'ai une réunion dans une demi-heure, Lisa. Qui est-ce? Elle n'a pas donné son nom, répondit Lisa, baissant la voix. Mais elle est habillée avec classe, et, elle se tient comme si tout ici lui appartenait. Un frisson glacé glissa le long du dos d'Hélène. Très bien. Faites-la entrer. La porte s'ouvrit un peu plus. Une femme apparut sur le seuil. Le temps n'avait pas été tendre avec elle, des rides profondes balafraient ce visage autrefois parfait, ses épaules étaient légèrement voûtées, mais son maintien restait royal, arrogant. Coiffure impeccable, collier de perles, effluve de parfum français, tout en elle respirait l'habitude du luxe et de l'autorité. Hélène sentit le froid envahir son ventre, se cristallisant en glace fragile. Une glace qui l'avait protégée toutes ces années. Véronique Dubois. La femme qui avait brisé sa vie. 2005. Lyon, France. Le matin doux résonnait comme une bassine en cuivre bien frottée. Hélène avançait dans cette rue qu'elle connaissait depuis l'enfance, le cœur battant de trac et d'espoir. L'école était derrière elle, une nouvelle ville attendait, celle dont elle rêvait depuis si longtemps. Le bâtiment bas du collège médical, construit dans les années 60, lui paraissait plus beau que n'importe quel palais. Le crépi craquelait, la peinture écaillée des fenêtres, rien de tout cela n'avait d'importance. C'est ici qu'elle allait devenir celle qu'elle avait toujours voulu être. Ne me déçois pas, Hélène, dit sa mère en remettant le col de sa blouse toute neuve. Françoise Dupont, professeure de français et de littérature avec 20 ans d'expérience, savait comment, en une phrase, à la fois encourager et rappeler le sens du devoir. Tu me connais, maman, je ferai de mon mieux. Hélène la serra fort dans ses bras, inspirant l'odeur familière. Allez, file maintenant, répondit Françoise en s'écartant doucement, essuyant discrètement une larme. Ton père t'appellera ce soir depuis l'usine. Tu lui raconteras tout. Le collège l'accueillit avec un long couloir sonore. Tout autour, des anciens lycéens, aussi perdus et excités qu'elle. Certains venaient, comme Hélène, de petites villes voisines, d'autres étaient du coin. Tous différents, mais tous pareils, avec cette même lueur de trac et d'impatience dans les yeux. Groupe 123. C'est par là, mademoiselle, dit une vieille gardienne en blouse blanche impeccable en pointant une porte au fond du couloir. Et faites pas de bruit,
les autres cours ont déjà commencé. La salle ressemblait à une classe de lycée, sauf que les pupitres étaient plus hauts et le tableau plus petit. Hélène s'installa au deuxième rang, sortit un cahier neuf à petits carreaux, à la couverture rigide ornée de la tour Eiffel. Ces cahiers étaient son petit péché mignon, un clin d'œil à ses rêves de voyage qu'elle comptait bien réaliser un jour. « Tu comptes avoir que des bonnes notes ?» lança une voix moqueuse à côté d'elle. Hélène leva les yeux. Une fille aux cheveux roux, le nez retroussé et couvert de taches de rousseur, la regardait en souriant. « Moi c'est Catherine. Je viens de Villeurbanne. »« Hélène. De Lyon. »« Ah, t'es du coin. »« La chance. Moi je dois vivre à l'internat. Lyon est à 2 heures d'ici. Je serai aussi à l'internat. »« Alors on partagera nos galères, » dit Catherine en riant d'un rire communicatif. Hélène lui sourit malgré elle. Les premiers jours passèrent dans le flou. Nouvelle matière, nouveaux visages, nouvelles règles. L'internat était un vieux immeuble de 5 étages, avec un ascenseur en panne une fois sur 2 et des lits qui grinçaient. Dans une chambre à 4, l'espace manquait, mais il y avait de la chaleur. L'odeur des patates bouillies, celle de la lessive bon marché, le froissement des pages la nuit quand l'une d'elles révisait l'anatomie sous la lumière d'une lampe de bureau, les petites joies et peines de Philippe, tout cela devint vite son quotidien. Hélène étudiait avec passion, insatiable. Elle absorbait les cours comme une éponge, passait ses soirées à la bibliothèque, noircissant ses cahiers d'une écriture minuscule. Son acharnement ne passa pas inaperçu. « T'as de bonnes mains, ma fille », lui dit un jour Anna Simon, une infirmière d'expérience qui enseignait les bases du soin. Sensible. Et ça, chez nous, ça vaut de l'or. Anna Simon, avec son chignon tiré et ses éternelles lunettes à monture épaisse, incarnait le meilleur de la médecine française. Petite, sèche, à la voix douce mais capable de faire taire les pipelettes les plus endurcies du fond de la classe. « Merci », murmura Hélène, rougissante. « J'essaie juste de bien faire. » Essayer, c'est bien. Mais dans ce métier, il faut une vocation. Anna la regarda longtemps, comme si elle pesait quelque chose. Tu sais, on cherche une aide-soignante à l'hôpital. C'est pas un boulot facile, mais c'est une expérience en or. Réfléchis Y. C'est ainsi que commencèrent pour Hélène des journées sans fin, éreintantes, après les cours, elle filait à l'hôpital, et ne rentrait à l'internat que bien après que ses colocataires aient plongé dans leurs rêves. Sa bourse et son petit salaire suffisaient à peine pour l'essentiel, un peu de papeterie, des repas simples, quelques vêtements neufs de temps en temps. Mais elle ne se plaignait pas. Après tout, c'était le chemin qu'elle avait choisi, depuis ce jour, à 15 ans, où elle s'était mise à s'occuper de sa grand-mère paralysée. Elle se souvenait des nuits blanches, à changer les draps, à passer une éponge sur ce corps maigre, à nourrir à la cuillère. C'est là qu'elle avait compris qu'elle pouvait être utile, que ses mains pouvaient apaiser, que sa présence pouvait réconforter. L'automne laissa place à l'hiver, remplacé ensuite par un printemps humide et gris. Hélène s'était faite au rythme effréné de sa nouvelle vie, économiser ses forces, optimiser chaque minute, dormir 5 heures par nuit et rester debout. Ce soir-là, la garde de nuit était étonnamment calme. Hélène, assise au poste infirmier, prenait des notes dans son manuel de pharmacologie. Dehors, une tempête de neige recouvrait la ville d'un épais voile blanc. Le téléphone sonna brusquement, la faisant sursauter. Les urgences appellent. On vous envoie un accidenté de la route. Préparez le bloc. Tout s'accéléra comme dans un film en avance rapide, appel, ordre, pas précipité dans le couloir. Hélène aida à préparer la salle d'opération, disposa les instruments, vérifia les médicaments, les poches de perfusion, le matériel stérile. Les portes des urgences claquèrent, laissant entrer un souffle d'air glacé et l'équipe du SAMU avec une civière. Homme, 22 ans. Il a percuté une barrière sur l'autoroute. Probablement perdu le contrôle à cause du verglas. Traumatisme crânien fermé, multiples contusions, suspicion d'hémorragie interne. Tension en chute, pouls filant. Hélène aperçut fugitivement le visage pâle du jeune homme, du sang séché sur la tempe, avant qu'on ne l'emmène au bloc. Quelque chose lui serra la poitrine, il avait le rage. L'opération dura plus de 3 heures. Hélène aurait dû rentrer, son service terminé, mais elle resta. Quelque chose l'empêchait de partir. Elle attendit qu'on le transfère en soins intensifs, puis alla voir l'infirmière de garde. « Marguerite, je peux rester un peu avec lui ? De toute façon je ne peux pas rentrer, avec la tempête. » La soignante, épuisée,
fit un vague geste de la main. Reste, si tu veux. Mais ne t'endors pas. Le garçon était allongé, branché de partout. Immobile, les yeux fermés, le teint cireux, il ressemblait à une statue de cire. La perfusion comptait doucement les secondes, goutte après goutte. Hélène s'assit près de lui, surveillant les moniteurs, prête à appeler si besoin. Au petit matin, il allait mieux. Il ouvrit les yeux d'un bleu éclatant, comme des bleuets, et esquissa un sourire. Un ange? Juste une stagiaire, répondit-elle en souriant malgré elle. Comment vous vous sentez? Comme si un camion m'était passé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident. Vous avez perdu le contrôle à cause du verglas. Vous ne vous souvenez pas. Il fronça les sourcils, tenta de se souvenir, puis grimaça de douleur. Vaguement. Je venais de Paris. Je roulais vite. Ensuite, les phares, puis plus rien. Vous avez eu de la chance. Encore quelques minutes, et c'était trop tard. Alors mon ange gardien était bien en service, dit-il avec un autre sourire franc, presque enfantin, qui toucha Hélène. Vous devez vous reposer. Je dois y aller, j'ai cours. Attendez. Il remua faiblement. Comment vous appelez-vous? Hélène. Moi c'est Arthur. Arthur Dubois. Vous reviendrez? Elle hocha la tête, sans trop savoir pourquoi, et sortit de la chambre. Un étrange sentiment de chaleur l'envahit, comme si elle venait de trouver quelque chose qu'elle ne savait même pas chercher. Les jours suivants, Hélène passa souvent voir Arthur. D'abord pour le travail, prendre sa tension, changer la perfusion, l'aider à manger quand on l'autorisa à reprendre les solides. Puis, juste pour discuter. Arthur s'était révélé ouvert, drôle, avec un vrai sens de l'humour. Il lui parlait de son boulot d'analyste financier dans une grande boîte, de ses voyages, de sa vie à Paris, et Hélène avait l'impression d'écouter un récit venu d'une autre planète. Leur monde était si différent que leur rencontre ressemblait à un pur hasard. « Personne ne vient te voir » demanda-t-elle un jour, remarquant qu'en une semaine d'hospitalisation, Arthur n'avait reçu aucune visite. Ni famille, ni amis, ni collègues. Une ombre passa sur son visage. Ma mère est en déplacement à Milan, pour son boulot. Elle a une entreprise là-bas. Mon père est mort il y a longtemps. Et les amis? Il s'arrêta un instant, tu te rends vite compte que les vrais amis ne sont pas si nombreux, surtout quand tout va mal. Hélène se sentit mal à l'aise d'avoir posé la question, et changea vite de sujet. Tu veux que je t'apporte un livre? On a une petite bibliothèque pas trop mal à l'internat. T'aimes lire? Demanda Arthur, tout de suite plus enjoué. Tu lis quoi? Tout ce qui m'aide à comprendre le monde, dit-elle, un peu gênée par sa propre réponse. J'aime les classiques. Balzac, Zola. Et la poésie. Baudelaire, Verlaine. Et t'es déjà allé au théâtre, lança-t-il, en se redressant légèrement, les yeux pétillants. Non, répondit Hélène en secouant la tête. Jamais eu l'occasion. Quelle erreur tragique, dit-il en se frappant le cœur d'un geste théâtral. Écoute, dès que je sors d'ici, je t'emmène à la Comédie Française. J'ai des contacts, je peux avoir les meilleures places. Hélène éclata de rire, pensant à une blague. Mais quelque chose dans le regard d'Arthur, la sincérité, la détermination, fit battre son cœur un peu plus vite. Les souvenirs s'évanouirent aussi vite qu'ils étaient venus. Le regard d'Hélène était maintenant rivé sur la visiteuse inattendue. « Que puis-je faire pour vous, Véronique ?» Elle ne lui proposa pas de s'asseoir. Sa voix était glaciale, mais pas haineuse. La haine, c'était une énergie qu'elle avait appris à ne plus gaspiller. Véronique se tenait au milieu du bureau, serrant dans ses mains un sac à main en cuir de crocodile hors de prix. Pour la première fois, elle semblait perdue, comme si elle-même n'arrivait pas à croire qu'elle était entrée ici. « Je viens vous demander de l'aide, docteur Dupont, » dit-elle. Sa voix, autrefois assurée et autoritaire, tremblait comme de la porcelaine fêlée. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. Hélène ne répondit pas, ne bougea pas. Trop d'années, trop de larmes, trop de silence s'étaient accumulés pour qu'elle fasse semblant. C'est mon petit-fils, dit Véronique en prenant une profonde inspiration, comme avant un plongeon dans l'eau glacée. Il a besoin d'aide. De votre aide. Dehors, la neige tombait lentement, épaisse, comme si le temps s'était mis à ralentir. Un rire d'enfant retentit dans le couloir, vif,
authentique, ramenant Hélène au présent. Leur chemin venait à nouveau de se croiser. À elle maintenant de décider quelle direction prendre. 11 ans plus tôt. Avril s'épanouissait comme un bouton de fleurs inconnu. Hélène était debout à la fenêtre de l'internat, regardant le soleil jouer dans les flaques laissées par la pluie de la nuit. La chambre était vide, ses colocataires partis chez leur famille pour le week-end. Elle n'avait nulle part où aller, ses parents étaient chez une tante à la campagne, et elle était de garde le lendemain soir. Un bip discret dans la poche de sa veste signala l'arrivée d'un message. Elle sourit en voyant le nom de l'expéditeur. Arthur, sorti de l'hôpital une semaine plus tôt, n'avait pas oublié sa promesse. Rendez-vous dans 1 heure à la gare. Je t'attends sur le quai. Habille-toi chaudement, le printemps parisien est trompeur. Elle n'eut pas besoin de longtemps pour se préparer, sa seule robe à peu près élégante, ivoire, des chaussures à petits talons, un manteau aux poignets un peu élimé. Hélène se regarda dans le miroir. Un visage pâle, parsemé de taches de rousseur, des cheveux châtains attachés en queue de cheval. Rien de spécial. Rien à voir avec les filles qu'Arthur devait fréquenter d'habitude. Pourquoi moi? La pensée traversa son esprit et s'effaça aussitôt. Elle ne voulait pas penser à demain. Juste à aujourd'hui. À cette aventure, à ce Paris qui l'attendait, mystérieux et attirant. Le train filait à travers les paysages du Rhône, des bois à peine réveillés, des champs baignés de printemps, des faubourgs d'où montaient des fumées de feuilles brûlées. Hélène appuya son front contre la vitre froide, respirant l'odeur du wagon à un mélange de poussière, de métal, et d'un parfum léger de lilas venu de la vieille dame assise en face. C'était comme un rêve, tout ce qui s'était passé entre eux ces dernières semaines. Arthur, resté à l'hôpital plus longtemps que nécessaire. Et elle, collée à lui dès qu'elle en avait le temps. Leur conversation à n'en plus finir, sur les livres, les rêves d'enfance, les pays qu'il voudrait visiter. Les étoiles qu'il lui montrait par la fenêtre de sa chambre, lui expliquant les galaxies avec le même enthousiasme qu'elle avait en parlant de soins aux patients alités. Arthur était différent. Rien à voir avec l'image qu'elle se faisait des gens de son monde. Il savait écouter, vraiment écouter. Il posait des questions non pas par politesse, mais parce qu'il voulait comprendre. Il voyait en elle plus qu'une stagiaire en blouse blanche. Prochaine station à gare de Lyon, annonça la voix dans les haut-parleurs, tirant Hélène de ses pensées. Le train ne va pas plus loin. Merci de libérer les voitures. Le quai l'accueillit dans un tourbillon de bruit et d'agitation. Les gens se pressaient, se bousculaient, traînaient valises et sacs. Hélène tournait la tête dans tous les sens, un peu perdue, cherchant une silhouette familière. Tu ne t'es pas perdue? Des mains chaudes se posèrent sur ses épaules. Elle se retourna et croisa des yeux bleus comme des bleuets. Arthur n'avait plus rien du jeune homme de l'hôpital. Costume impeccable soulignant ses épaules larges, cheveux clairs soigneusement coiffés, une montre dorée scintillant à son poignet. Mais son sourire, lui, était resté le même franc, gamin, un brin malicieux. Je t'avais promis le théâtre, tu te souviens, dit-il en lui prenant le bras. Mais d'abord, je veux te montrer un autre Paris. Pas celui des touristes. Le mien. Ils se promenèrent dans les ruelles de Montmartre, visitèrent des boutiques d'antiquaires qui sentaient le vieux papier et le bois, burent un café dans un minuscule troquet caché au sous-sol d'un immeuble du XIXe siècle. Regarde, dit Arthur en pointant un immeuble à la façade écaillée, c'est ici qu'a vécu l'architecte qui a dessiné la moitié des hôtels particuliers de Passy. On dit qu'il cachait les plans d'une ville secrète sous Paris dans sa cave. On ne les a jamais retrouvés. Hélène buvait ses paroles. Grâce à lui, Paris prenait vie, cessait d'être un monstre froid pour devenir un lieu plein d'histoires, de secrets, d'âmes. Tu sais tout ça comment? Demanda-t-elle alors qu'il s'était assis sur un banc dans un petit square. Je lis beaucoup, répondit-il avec un haussement d'épaule. Ma mère voulait que je devienne architecte comme mon grand-père. Mais moi, c'étaient les chiffres qui me parlaient. Et toi, ça te plaît? Beaucoup, dit-elle en souriant. J'étais déjà venu à Paris, mais seulement en excursion. La Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame. Là, c'est un tout autre Paris. Exactement. Paris change selon celui qui le regarde. Le soir, ils arrivèrent dans le quartier des théâtres. Le bâtiment se dressait comme un temple grec. Les enseignes au néon perçaient le crépuscule, donnant au lieu une aura presque magique. Viens, dit Arthur en l'entraînant vers l'entrée des artistes. Un vieux monsieur en uniforme les y attendait. Monsieur Dubois, ça fait longtemps.
bonjour Michel. Je fais visiter à une amie. Le vieil homme lui lança un clin d'œil complice. Première fois au théâtre, mademoiselle? Alors vous avez le bon guide. Ils déambulèrent dans les couloirs sombres, jetèrent un œil aux loges désertes, montèrent sur les passerelles où la scène semblait minuscule. Hélène se sentait comme Cendrillon au bal. Et lorsqu'Arthur, par miracle, sortit 2 billets pour le spectacle du soir, elle le suivit dans la grande salle, émerveillée. Ils assistèrent à « Le fantôme de l'opéra », une histoire d'amour magique, plus forte que la mort. Magnifique, non, souffla-t-il pendant l'entracte. Incroyable, murmura-t-elle, émue. C'est comme si je faisais partie du conte. La soirée s'acheva par un dîner tardif dans un restaurant avec vue sur Paris la nuit. Hélène tenait maladroitement les couverts en argent, essayant de se souvenir lequel utiliser. Le serveur, raide dans sa chemise blanche, s'adressait à elle avec une déférence qui la mettait encore plus mal à l'aise. « Ignore-les », dit doucement Arthur. Toutes ces règles ne servent qu'à créer une barrière entre eux et les autres. Ça ne veut rien dire. Pour toi, peut-être, répondit-elle en tournant son verre d'eau gazeuse entre les doigts. Mais moi, je viens d'un autre monde. Tu vois ces fourchettes dorées et tu sais à quoi elles servent. Moi, j'ai juste faim. Il éclata de rire. C'est ça qui fait ta force. Tu vis simplement, honnêtement. Sans tous ces artifices, dit-il en désignant la salle remplie de lustres en cristal et de gens guindés. Tu sais combien de fois je suis allé au théâtre? Une quinzaine. Mais ce soir, c'est comme si je le voyais pour la première fois. À travers tes yeux. Ils se mirent à se voir souvent. Arthur venait le week-end, la sortait de l'internat, et il retournait à Paris. Théâtre, musée, concert, Hélène découvrait un monde qu'elle ne connaissait qu'en livres. Parfois, il se contentait de flâner, mangeait des glaces dans les parcs, nourrissait les canards. Et Arthur semblait apprécier ces instants simples bien plus que les grands dîners. Un jour, il lui offrit un bracelet en or avec un petit pendentif en forme de clé de sol. « C'est trop », protesta-t-elle en lui rendant la boîte. « Je ne peux pas accepter. »« Pourquoi » demanda-t-il, sincèrement étonné. « J'avais envie de t'offrir quelque chose de beau. »« Je n'ai pas besoin de ton argent, Arthur, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je veux juste être avec toi. Et ce genre de cadeau, ça me gêne. J'ai l'impression que tu veux m'acheter. » Il resta silencieux un moment, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Tu sais ce qui est fou, dit-il enfin. Tu es la première fille qui refuse un de mes cadeaux. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. On me fait comprendre qu'on aimerait recevoir quelque chose. Mais toi. » Il secoua la tête. « Toi, tu es vrai. » Ce soir-là, ils parlèrent longtemps sur un banc dans un square. Arthur lui raconta son travail d'analyste financier, et son envie de monter sa propre boîte. « Je veux créer un algorithme pour prévoir le marché. Une sorte d'IA qui anticipe les mouvements de la bourse. J'ai déjà des investisseurs prêts à me suivre. Mais ma mère veut que je continue à bosser pour elle. Et toi? Qu'est-ce que toi tu veux? Demanda Hélène. Arthur réfléchit, traçant des lignes dans le gravier du bout du pied. Être libre. Prouver que je peux y arriver sans ces contacts. Tu comprends? Elle comprenait. La liberté, c'était aussi ce qu'elle avait toujours voulu. Et toi, c'est quoi ton rêve? À part l'école de médecine, demanda-t-il. Hélène se tut un moment, cherchant les mots. À Lyon, il y avait une fille, Emma, avec une paralysie cérébrale. Ses parents ont tout vendu pour la faire soigner à Paris. Mais même avec ça, c'était pas assez. Elle n'a jamais pu aller à l'école comme les autres. Moi, je veux ouvrir une clinique. Où les enfants comme elle seront soignés peu importe l'argent. Où personne ne sera refusé pour une histoire de porte-monnaie. C'est beau ce que tu dis, répondit Arthur, les yeux brillants. La plupart des gens ne pensent qu'à eux. Toi, tu penses aux autres. Ne me mets pas sur un piédestal, dit-elle en souriant. Moi aussi, je veux gagner ma vie. Mais l'argent, c'est un outil, pas une fin. Quand je m'occupais de ma grand-mère, j'ai compris une chose, rien n'est plus important que soulager la douleur des autres. Arthur lui prit la main, et ils restèrent ainsi un long moment, sans parler. Dans ce silence habité, ils comprirent qu'au-delà de leurs différences, ils avaient trouvé quelque chose de commun. Quelque chose de plus fort que les mots. Début mai,
Arthur se rendit pour la première fois à Lyon. La vieille ville les accueillit avec ses marronniers en fleurs et l'odeur du pain frais s'échappant des boulangeries. La maison à 3 étages au volet vert, où Hélène avait grandi, paraissait bien modeste comparée aux hôtels particuliers parisiens. « Bienvenue dans notre humble maison », dit Françoise Dupont, la mère d'Hélène, en s'essuyant les mains sur son tablier. Petite, rondelette, avec des yeux doux et une voix calme, elle dégageait une chaleur rassurante. Le père, Pierre Dupont, arriva plus tard, alors qu'ils étaient déjà installés à table. Grand, les mains marquées par le travail, le regard vif sous des sourcils épais, il serra la main d'Arthur sans un mot, l'observant avec attention. « Alors, t'es dans la finance ?» lança-t-il enfin, en servant des pommes de terre fumantes. « Et tu finances quoi, exactement ?» Arthur ne se laissa pas démonter. Il expliqua son travail simplement, sans jargon ni prétention, parlant des petites sommes que chacun pouvait investir, et de comment les faire fructifier. Mais l'essentiel, c'est la gestion des risques. Faut jamais tout miser. Toujours garder une marge de sécurité. Pierre haussa les épaules. Nous, les ouvriers, on n'a pas ce luxe-là. Pas de matelas. C'est de paix en paix, c'est ça, notre économie. Papa, dit Hélène, lançant un regard d'avertissement. Allons, ma fille. Je dis juste ce que je pense. Ta mère et moi, on s'est tués à la tâche pour que tu puisses faire des études et trouver ta voie. Après, c'est à toi de décider. Mais souviens-toi d'une chose, il fixa Arthur, choisis avec le cœur, pas le portefeuille. L'argent, ça va, ça vient. Le caractère d'un homme, ça reste. Le soir, Arthur retourna à l'unique hôtel de la ville, ayant poliment décliné l'invitation à dormir sur place. Tandis qu'Hélène débarrassait, sa mère lui demanda doucement. « Il est bien, ce garçon ?» « Oui, » répondit Hélène en rangeant les assiettes. « Mais on vient de 2 mondes différents, maman. Parfois, j'ai peur qu'il s'en rende compte et qu'il parte. »« S'il t'aime, il y restera, » dit Françoise en la serrant dans ses bras. « Et s'il part, c'est qu'il n'était pas fait pour toi. Mais quand tu es avec lui, tu brilles. Je ne t'avais pas vu comme ça depuis longtemps. Tu plaisantes, j'espère ?» Véronique posa le menu et regarda son fils comme s'il venait de lui annoncer qu'il voulait devenir clown. D'où vient cette envie soudaine de dîner avec, comment elle s'appelle déjà? Hélène, maman. Et j'aimerais que tu la rencontres. Ils étaient installés au fond d'un restaurant chic du 16e arrondissement. Véronique, élégante, coiffure parfaite et traits à peine marqués par les années, semblait tout droit sortie d'un magazine. La chaîne de bijouterie qu'elle avait fondée après la mort de son mari était florissante, faisant d'elle l'une des femmes d'affaires les plus influentes de Paris. « Ta petite infirmière » lança-t-elle en pinçant les lèvres. « Tu sors avec elle depuis combien de temps ?»« 2 mois. »« Et tu crois que c'est sérieux ?»« Plus que sérieux, » répondit Arthur en buvant une gorgée d'eau. « Elle veut entrer à la fac de médecine. Elle est brillante. » « Bien sûr. » Véronique esquissa un sourire sceptique. « Une fille brillante, et elle vient d'où déjà ? » De Lyon. Région Auvergne-Rhône-Alpes. Charmant. Et après? Tu vas la mener au cocktail à Neuilly? Tu vas la présenter à Victoria. Victoria? Quel rapport? Arthur fronça les sourcils. La fille de mon associé. Intelligente, bien éduquée, issue d'une bonne famille. Tu la connais depuis l'enfance. Avec Alexandre, on pensait que... Maman, coupa Arthur. Je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Victoria. Je ne comprends même pas d'où tu sors cette idée. Donc tu comptes épouser ta petite infirmière? Véronique arqua un sourcil. Ne me fais pas rire. Tu vas t'amuser un peu, puis tu la largueras comme les autres. Et elle souffrira. Tu y as pensé? Arthur serra la mâchoire. Hélène n'est pas un jouet. Et je ne compte pas la quitter. Mon chéri, dit Véronique en posant sa main couverte de bagues sur la sienne, je ne doute pas de tes intentions. Mais sois réaliste. Elle vient d'un autre monde. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? De l'argent? Mais elle ne sera jamais à l'aise parmi les nôtres. Tu as vu comment elle tient sa fourchette? Comment elle parle avec cet affreux accent de province? Elle n'a aucun accent, coupa Arthur. Et je me fiche de sa manière de tenir une fourchette. Ce qui compte, c'est la personne qu'elle est. Véronique poussa un soupir.
Très bien, je vais la rencontrer. Mais je ne promets pas de changer d'avis. Hélène se préparait à cette rencontre comme à l'examen le plus difficile de sa vie. Elle avait dépensé toutes ses économies pour s'acheter une robe bleu marine, sobre mais élégante, avec un col montant. Catherine lui avait prêté une paire de boucles d'oreilles en argent, et Anna Simon l'avait aidé à coiffer ses cheveux en un chignon simple mais raffiné. « Sois toi-même », lui avait conseillé Catherine. « Ne cherche pas à jouer un rôle. Tiens-toi droite », ajouta Anna Simon. « Souviens-toi que tu ne vaux pas moins qu'eux. Tu es juste différente. » Mais tous ces conseils s'envolèrent dès qu'Hélène franchit le seuil du restaurant où Véronique leur avait donné rendez-vous. Un décor en pierre, des serveurs en smoking, des lustres en cristal projetant des reflets scintillants sur des nappes immaculées où tout respirait la richesse et le raffinement, et elle se sentit comme Cendrillon sur le point de redevenir Souillon. Véronique les attendait à une table près de la fenêtre. Elle ne se leva pas à leur arrivée, se contentant d'un léger hochement de tête. Arthur l'embrassa sur la joue et présenta Hélène. « Enchantée », dit Véronique d'un ton glacial, en détaillant la jeune femme du regard. « Arthur m'a beaucoup parlé de vous. » Le dîner fut une épreuve raffinée. Chaque question de Véronique était une petite estocade. « Et qu'avez-vous prévu de faire après le collège ? » ? « Je vais d'abord travailler comme infirmière, économiser un peu, puis entrer en faculté de médecine, » répondit Hélène avec sincérité. Véronique étouffa presque un rire. Une ambition louable. Mais vous savez que les médecins, chez nous, ne gagnent presque rien. Pourquoi se compliquer autant la vie? Ce n'est pas pour l'argent. Je veux aider les gens. Comme c'est attendrissant, dit Véronique avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Mais vous avez une idée du coût des études? D'une spécialisation, par exemple? Maman, Arthur posa sa main sur le bras d'Hélène. Ce n'est pas le moment. Pourquoi donc? Je me renseigne sur les projets de ta compagne, sur ses ambitions. Avoir des objectifs, c'est très bien. Mais encore faut-il qu'ils soient réalistes. Hélène gardait le silence, les joues en feu. Chaque regard, chaque mot de Véronique disait plus clairement que tout, tu n'es pas des nôtres. Tu ne mérites pas mon fils. En sortant du restaurant, Arthur s'excusa. Désolé pour ma mère. Elle s'inquiète, c'est tout. Elle rêve depuis toujours que j'épouse la fille de son associé. Ne t'excuse pas, répondit Hélène avec un faible sourire. Elle a le droit de protéger ce qui compte pour elle. À sa place, je ne serais peut-être pas ravi non plus. Ne dis pas ça, dit Arthur en la serrant dans ses bras. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et elle finira par le comprendre. Un jour. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Véronique ne l'appelait plus quand elle savait qu'il était avec Hélène. Elle annulait les repas de famille, faisait semblant d'avoir oublié son prénom lors des rares rencontres. Puis elle décida de passer à l'action. Cette fille n'est pas pour toi, dit-elle un soir, debout devant la baie vitrée de son bureau au siège de sa chaîne de bijouterie. Du 30e étage, les lumières de Paris semblaient une pluie de diamants. Elle vient d'un autre monde. Tu ne peux lui offrir que des soucis et le malaise de ne pas appartenir au tien. Arthur, assis, faisait tourner un verre de whisky dans ses mains. Je me fiche de ce monde, maman. Je l'aime. L'amour? Véronique se retourna brusquement. Tu crois qu'elle t'aime toi? Ou ton compte en banque? Ne sois pas naïf. J'ai mené mon enquête. Son père est ouvrier. Sa mère, institutrice. Tu imagines dans quelle pauvreté elle a grandi? Bien sûr qu'elle te voit comme une opportunité de s'en sortir. Tu ne la connais pas, dit Arthur en posant brusquement le verre, le liquide débordant sur le bois poli. Hélène a refusé le bracelet que je lui ai offert. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de mon argent. Maligne, la petite, ricana Véronique. Pourquoi accepter un bracelet, quand on peut viser une bague de fiançailles et la moitié de ta fortune après le divorce? Ça suffit. Arthur se leva d'un bond, renversant sa chaise. Je ne te laisserai pas parler d'elle comme ça. Hélène est la personne la plus honnête que je connaisse. Elle ne joue pas un rôle. Elle veut sincèrement aider les autres. Et pas pour en tirer profit. Touchant, dit Véronique en croisant les bras. Et maintenant? Tu vas abandonner ta carrière pour l'aider à sortir des enfants handicapés de la misère? Ou financer ses projets idéalistes jusqu'à ce qu'elle ait dilapidé tout ce que j'ai construit? Tu sais ce qu'il y a de plus triste,
maman, dit Arthur en la regardant avec amertume. C'est que tu ne crois même plus qu'une autre vie est possible. Que des choses puissent valoir plus que l'argent. Je suis juste réaliste, mon garçon. Et je sais de quoi je parle. Continue à la fréquenter si tu veux. Mais si jamais tu parles de mariage, oublie tout. Je ne te soutiendrai plus. Pas un sou pour ton projet, pas une part dans l'entreprise. Rien. Arthur eut un sourire sec. Alors soit. Ce sera comme ça. Dans une petite bijouterie tranquille du Marais, Arthur mit du temps à choisir la bague. Il évita bien sûr les boutiques de la chaîne de sa mère, où il aurait été immédiatement reconnu. Le vendeur, un vieil Arménien aux yeux vifs, lui présenta plusieurs modèles, mais Arthur s'arrêta sur une bague toute simple, un seul diamant, modeste, mais d'une pureté parfaite. Une taille rare, fit remarquer le bijoutier. À l'ancienne. On n'en voit presque plus. C'est pour une fille spéciale, non? Arthur hocha la tête. La plus spéciale de toutes. En sortant de la boutique, il serra dans sa poche la petite boîte en velours. Pour la première fois, il allait à l'encontre de la volonté de sa mère. Et curieusement, cette décision ne lui pesait pas, elle lui apportait un sentiment de légèreté, comme s'il devenait enfin lui-même. La cérémonie de fin d'études à l'école de soins infirmiers devait avoir lieu une semaine plus tard. Arthur savait que ce serait le moment parfait. Il s'imaginait Hélène, debout au seuil d'une nouvelle vie, lui dire « oui », et tous deux commenceraient alors à construire leur avenir, pas celui que sa mère avait prévu, mais le leur. Hélène méritait cette bague. Non pas pour sa valeur, mais pour ce qu'elle symbolisait, une promesse. Celle d'être là, quoi qu'il arrive. Dans le taxi du retour, Arthur regardait les rues de Paris défiler et pensait à la façon dont leur vie s'était croisée. Lui, fils de bonne famille, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, avait appris d'une fille venue d'une petite ville tout ce que l'argent ne pouvait pas acheter, la sincérité, la générosité, la capacité de voir le meilleur chez les autres. La soirée d'été emplissait la salle des fêtes de l'école d'un parfum de lilas et d'insouciance. Le parquet ciré brillait sous les lustres, des ballons flottaient au-dessus de la scène décorée du logo de l'école, et dans un coin, un vieux piano sur lequel, disait-on, Debussy avait joué par hasard lors de l'inauguration dans les années 50 attendait silencieusement. Hélène était au milieu de ses camarades, tous joyeux, excités, prêts à prendre leur envol. Sa robe rouge vif, achetée spécialement pour l'occasion, la faisait ressortir de la foule bigarrée. Une vie nouvelle s'ouvrait devant elle, aussi limpide et lumineuse que le ciel d'été au-dessus de Lyon. Hélène Dupont, diplômée avec mention, annonça le directeur. Une salve d'applaudissements éclata dans la salle. Hélène monta sur scène, les jambes tremblantes. Elle, d'habitude si à l'aise avec les notes et les examens, se sentait soudain intimidée par ce moment, l'aboutissement de 3 années de travail, de nuits blanches, de centaines d'heures de pratique. Lorsque le directeur lui remit le diplôme et lui serra la main, elle se retourna vers la salle, cherchant Arthur du regard. Il était là, au premier rang, à côté de ses parents. Et dans ses yeux, elle vit une telle fierté qu'elle en eut les larmes aux yeux. En redescendant de scène, elle se dirigea vers sa place. Mais Arthur l'arrêta dans l'allée. Le silence tomba soudain dans la salle. « Hélène » dit-il d'une voix tremblante. Elle sentit qu'il se passait quelque chose d'important. Il s'agenouilla là, devant tout le monde, camarades, professeurs, famille. Une petite boîte en velours scintilla dans sa main. « Tu as changé ma vie. Tu m'as appris ce que c'est que d'aimer vraiment, sans masque, sans condition. Veux-tu m'épouser » Le monde s'arrêta. Hélène regardait ses yeux bleus, où elle voyait déjà leur avenir, une maison pleine de lumière, des rires d'enfants, leurs mains entrelacées malgré les années. « Oui » souffla-t-elle. Un simple mot qui disait tout. Arthur glissa la bague à son doigt. La salle éclata en applaudissements et en cris de joie. « Ma fille » s'exclama sa mère en la serrant fort contre elle, les larmes aux yeux. « Je te souhaite tout le bonheur du monde. » Son père serra la main d'Arthur avec force. « Elle est unique, notre fille. Prends soin d'elle. » Et dans ce moment de bonheur parfait, Hélène ne pouvait pas imaginer que bientôt, son monde allait s'effondrer comme un château de cartes soufflé par le vent. Dans son bureau, Véronique Dubois jeta un verre en cristal contre le mur. Les éclats se répandirent sur le marbre comme une pluie d'étoiles cruelles. Des fiançailles ? Lors de la remise de diplôme de cette école, cria-t-elle presque en fixant sa secrétaire, qui venait de lui apporter des photos de la cérémonie. « Qui t'a donné ça ?
Un ami commun, Madame Dubois. Il était là par hasard, sa nièce faisait aussi sa remise. La jeune femme gardait prudemment ses distances. Dehors, rugit Véronique. Et la secrétaire s'éclipsa aussitôt. Restée seule, Véronique s'effondra dans son fauteuil. Ses mains tremblaient. C'était impossible. Son fils, son unique espoir, sa fierté, allait lier sa vie à une pauvre fille de province? Une gamine sans relation, sans argent, sans même le minimum de savoir-vivre? Véronique se souvenait parfaitement de la difficulté qu'elle avait eue à gravir les échelons. Son mariage avec un homme riche, les années de privation et d'humiliation à supporter ses infidélités pour assurer sa sécurité, puis la lutte acharnée pour se faire une place après sa mort. Elle avait bâti un empire à partir de rien pour son fils. Pour qu'il ne connaisse jamais le besoin. Pour que sa vie soit facile, brillante. Et maintenant, il allait tout gâcher? Jamais. Elle ne le permettrait pas. Véronique s'approcha du coffre dissimulé derrière un tableau. Elle en sortit une pochette marquée « Projet A ». Le business plan d'Arthur. 2 ans de travail, d'idées, d'espoir. Cet algorithme de prédiction boursière pouvait rapporter des millions. Son fils avait du talent, elle n'en doutait pas. En feuilletant les pages, elle comptait mentalement combien elle avait déjà investi dans ce projet, et ce qu'elle comptait encore y mettre. L'argent, les contacts, les recommandations, tout ce qui lui permettrait de réussir tout en restant redevable. Relié à elle par la reconnaissance. Elle referma la pochette d'un geste sec. Il avait le choix, revenir à la raison, ou tout perdre. Elle trouverait le moyen de le forcer à choisir entre cette fille et son avenir. « Je ne comprends pas », dit Arthur, assis dans le bureau de sa mère, une tasse de café froid entre les mains. « Tu disais toi-même que les investisseurs étaient prêts à s'engager. » Ils l'étaient, répondit Véronique sans lever les yeux de ses papiers. Mais la situation a changé. Le marché est instable, les risques ont augmenté. Et qu'est-ce qui a changé, exactement, en une semaine? La voix d'Arthur se durcissait. Tu vas me dire que ça n'a rien à voir avec mes fiançailles? Véronique le regarda enfin. Qu'en penses-tu? Tu voudrais que je mette des millions sur la table pendant que tu épouses la première fille venue? Hélène n'est pas la première fille venue, répliqua Arthur en posant brutalement la tasse. Je l'aime. Et nous allons nous marier. Avec ou sans ta bénédiction. Très bien, dit-elle en haussant les épaules. C'est ton choix. Mais ne compte pas sur mon soutien. Ni financier, ni autre. Tu me fais du chantage? Arthur n'en croyait pas ses oreilles. J'essaie de t'éviter une erreur, répondit-elle en se levant. Réfléchis à ce qui se passera dans 1 an, 2, 5. Elle te donnera un enfant, t'attacheras à elle, puis t'abandonnera et partira avec la moitié de ton patrimoine. Tu crois que je ne connais pas ce genre de fille? Ambitieuse, déterminée, prête à tout pour s'en sortir. Tu ne la connais pas du tout, dit Arthur, secouant la tête. Tu devrais essayer de lui parler, vraiment. Je n'ai pas besoin de lui parler, coupa Véronique. Je vois clair dans son jeu, écoute-moi, mon chéri. Je veux ton bien. Tu as un avenir brillant. Ne le gâche pas pour une aventure avec une petite infirmière. Arthur se leva, la colère bouillonnant en lui. Ce n'est pas une aventure. C'est ma vie. Et je suis le seul à décider avec qui je veux la partager. Pendant qu'Arthur se débattait avec sa mère, Hélène faisait face à ses propres difficultés. Elle continuait de travailler à l'hôpital, se préparait à passer les examens d'entrée à la faculté de médecine, et comptait les jours jusqu'au mariage, prévu pour l'automne. Mais quelque chose clochait. D'abord, son dossier pour la visite médicale d'admission disparut sans explication. Elle dut tout recommencer, perdant un temps précieux. Ensuite, sa hiérarchie se mit à lui faire des remarques constantes, pour des broutilles. Des collègues, autrefois chaleureux, détournaient le regard et évitaient ses questions. « Qu'est-ce qui se passe, Marie » demanda-t-elle un jour à une aide-soignante âgée, avec qui elle avait toujours été en bons termes. « Pourquoi tout le monde agit bizarrement » Marie regarda autour d'elle et baissa la voix. « On raconte que des gens se sont renseignés sur toi. Qu'ils ont posé des questions, sur tes habitudes, sur ton comportement. Même s'il t'est arrivé de prendre quelque chose à l'hôpital. » Quoi? Hélène était abasourdie. Qui a posé ces questions? Je ne sais pas, ma petite. Mais depuis leur passage, la direction a changé d'attitude.
Ils ont peur, c'est clair. Peur de quelqu'un. Hélène voulut en parler à Arthur, mais il était absorbé par ses propres ennuis. Depuis que sa mère avait coupé les fonds, il courait après de nouveaux investisseurs, enchaînait les rendez-vous, les réunions, les appels. Puis Hélène apprit qu'elle était enceinte. 2 traits roses, nets comme une signature du destin, étaient apparus sur le test. Son premier réflexe fut de téléphoner à Arthur, mais elle décida de lui annoncer en face. Elle redoutait un peu sa réaction. Ils avaient parlé d'enfants, oui, mais plus tard, après le mariage, une fois bien installé. Pas maintenant, en plein chaos. Arthur vint la voir 2 jours plus tard. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, des cernes sous les yeux. Mais quand elle lui annonça la nouvelle, son visage s'illumina d'un bonheur pur, et tous ses doutes s'effacèrent. « C'est merveilleux, dit-il en la soulevant dans ses bras et en la faisant tournoyer. On se mariera plus tôt, c'est tout. » Ils décidèrent d'avancer la date du mariage au mois suivant. Ils choisirent des alliances simples désormais, chaque centime comptait pour l'enfant. Hélène rayonnait. Elle rêvait à l'avenir. Ses parents, bien qu'inquiets de la rapidité des événements, soutenaient son choix. Mais quelque chose changea. Arthur devint distant, silencieux. Il annulait souvent leurs rendez-vous, prétextant le travail. Il ne parlait plus du bébé, ni de leur futur. « Qu'est-ce qui se passe » demandait Hélène. Elle n'avait droit qu'à des réponses vagues. « Je suis fatiguée. Trop de boulot. On en parlera plus tard. » Elle pensait que ses difficultés financières l'épuisaient. Il avait perdu le soutien de sa mère, devait chercher de nouveaux investisseurs, préparer le mariage, devenir père, c'était beaucoup. Trop, peut-être. Hélène continuait d'avancer, elle avait choisi une robe simple, commandé un petit gâteau chez un pâtissier du quartier, établi une liste d'invités. Aucun ami proche d'Arthur ne répondit à l'invitation. Tous déclinèrent poliment. Cela lui fit mal, mais elle n'en montra rien. Une semaine avant la date prévue, Arthur ne vint pas à leur rendez-vous. Il ne répondait plus à ses appels. Inquiète, le cœur serré, Hélène prit le train pour Paris. Elle se rendit à son immeuble, mais le concierge, élégant et rigide, lui barra le passage. « Vous cherchez qui, mademoiselle ?»« Arthur Dubois. Je suis sa fiancée. » L'homme la détailla du regard, s'attardant sur ses vêtements modestes et son ventre à peine arrondi. « Monsieur Dubois a donné consigne de ne laisser entrer personne. »« Moi ? Il refuse de me voir, » souffla Hélène, incrédule. « Appelez-le. Dites-lui qu'Hélène est là. »« J'ai des instructions, » répondit-il fermement. Elle alla s'asseoir sur un banc face à l'entrée, le sol se dérobant sous ses pieds. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Arthur refusait-il de la voir? Elle l'appela encore et encore, mais son téléphone restait éteint. La nuit tombait quand il finit par la rappeler. « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe » dit-elle, la voix tremblante. « Pardon » répondit Arthur d'un ton étrange, comme s'il se forçait à parler. « J'ai besoin de temps. Pour réfléchir. » Réfléchir à quoi? À notre mariage? À notre enfant? Sa voix lui semblait étrangère, aiguë, brisée. Un silence. Long. Trop long. Elle crut que la ligne avait coupé. « Je ne suis pas sûr que l'enfant soit de moi », finit-il par dire. Comme un coup de poignard. Le monde chancela. Hélène se raccrocha au banc pour ne pas tomber. « Quoi? Comment peux-tu dire ça? Arthur, tu sais que c'est faux. »« J'ai besoin de temps, » répéta-t-il. Puis il raccrocha. Elle resta seule, dans une ville étrangère, le cœur brisé, un enfant dans le ventre. Ce devait être un cauchemar. Mais non. C'était réel. Froid. Cruel. De retour à Lyon, Hélène n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Comment Arthur avait-il pu douter d'elle? Lui, qui la connaissait mieux que personne. Lui, qui savait qu'elle n'était ni menteuse ni manipulatrice. 2 jours plus tard, elle reçut un simple message. Le mariage est annulé. Tes affaires seront envoyées par coursier. C'était tout. Aucun mot d'explication. Aucune excuse. Comme si leur amour, leur projet, leur avenir, n'avaient jamais existé. Un mirage dissipé à l'aube. Hélène était assise au bord de son lit, fixant la fenêtre sans vraiment la voir. Elle ne pleurait pas. Pas encore.
À l'intérieur, c'était le vide, total, glacial. Les larmes vinrent plus tard, quand le choc s'effaça et que la douleur prit toute la place. « Ma chérie », dit sa mère en venant s'asseoir à côté d'elle pour la prendre dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi. » Alors Hélène raconta. Le changement d'attitude d'Arthur, ses doutes monstrueux, ce message sec, sans âme. Françoise écoutait, les yeux embués par la douleur. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman ?» sanglota enfin Hélène, comme une digue qui cède. « Pourquoi il m'a fait ça ? » « Tu n'as rien fait de mal, » dit sa mère en lui caressant les cheveux comme autrefois. « C'est lui qui vous a trahi. Toi et ton bébé. Je ne comprends pas. Il était si heureux quand il a su, et puis il a changé du jour au lendemain. Pourquoi ? » Sa mère, répondit sombrement son père, posté à la porte. « Elle était contre vous dès le début, tu t'en souviens ? Et avec le bébé, elle a dû frapper fort. Mais comment a-t-elle pu le pousser à douter de moi ?» dit Hélène en secouant la tête. « Il sait qui je suis. Il s'est révélé faible, c'est tout, » soupira Pierre. « Il n'a pas tenu le choc. Mais toi, ma fille, tu es forte. Et on est là, avec toi. Toi et le petit. » Anna Simon fut un véritable ange gardien pour Hélène. Non seulement elle lui trouva un poste à temps plein à l'hôpital, mais elle l'aida aussi à remettre de l'ordre dans ses papiers d'inscription, sans cesse perdus ou remplis avec des erreurs. « Quelqu'un fait tout pour t'empêcher d'entrer en fac, ma fille, » dit-elle un jour en examinant un énième certificat mal rempli. « Mais on ne va pas leur laisser gagner. » Hélène travaillait sans relâche, les gardes à l'hôpital, les révisions pour les concours, l'aménagement de sa petite chambre à l'internat pour accueillir le bébé. Elle dormait à peine, mais cette fatigue l'empêchait de penser, de ressasser, de sombrer dans la douleur. « Je vais m'en sortir seule. Mon enfant n'a pas besoin d'un père qui l'a rejeté, » répétait-elle comme un mantra. C'était sa force, sa boussole. Son ventre s'arrondissait. À l'hôpital, ceux qui murmuraient derrière son dos finirent par s'y habituer. Certains lui offrirent même des affaires de bébé de petits gilets, body, chaussons tricotés main. « Mes petits-enfants ont grandi, tout ça ne sert plus à rien, » disait-il. Et Hélène acceptait ces cadeaux avec reconnaissance. Elle ne tenta pas de recontacter Arthur. Sa fierté l'en empêchait. Mais chaque soir, avant de s'endormir, elle parlait à son bébé. Elle lui racontait combien son père avait été tendre, attentionné, sincère avant de trahir. « Tu ne sauras que le bon à son sujet, » pensait-elle en caressant son ventre. « Tu n'as pas besoin de connaître l'amertume. » À la fin du 7e mois, les ennuis commencèrent, tension élevée, édème, vertige. Le médecin insista pour l'hospitaliser, mais Hélène résistait. Il y avait les concours à préparer, son travail. « Tu es d'abord une mère », déclara fermement Anna Simon. « Et une mère doit penser à son bébé. Tu entres à l'hôpital, Hélène. Les examens attendront l'année prochaine. » La maternité où elle fut transférée se trouvait dans une ville voisine, plus grande. Un vieux bâtiment des années 70, à la peinture écaillée et au lit grinçant, mais à la réputation solide. Dans la chambre à 4 lits, Hélène était la plus jeune. Ses voisines, toutes trentenaires, la prenaient en pitié. Si jeune, et déjà tant d'épreuves. « Le père du bébé c'est pour les complications ?» demanda un soir Larissa, une professeure de lettres. « Non », répondit Hélène brièvement. Elle n'avait pas envie d'en parler. Mais quelque chose la poussa à essayer. Un soir où sa tension explosa, où le médecin affichait un air inquiet, elle demanda à une infirmière d'appeler Arthur. « Dites-lui que j'ai des soucis. Que le bébé risque de naître prématurément. » L'infirmière mit longtemps à revenir. Quand elle le fit, son visage exprimait à la fois la gêne et la compassion. « Alors ?» demanda Hélène, pleine d'espoir. « Personne ne répond » murmura l'infirmière en détournant les yeux. « J'ai essayé plusieurs fois. » « Alors c'est comme ça » pensa Hélène en fermant les paupières. Elle serait seule. Elle et son enfant, contre le monde entier. L'accouchement arriva soudainement, à l'aube. Les contractions étaient si fortes qu'elle en perdait le souffle. Affolée, l'infirmière appela le médecin, et on emmena Hélène d'urgence en salle d'accouchement. « C'est trop tôt, à peine 32 semaines, » dit l'obstétricien, inquiet. « Préparez l'incubateur. Et appelez le réanimateur. » Tout devint flou. La douleur revenait par vagues, emportait sa conscience puis la rendait.
Elle entendait ses propres cris comme s'ils venaient de quelqu'un d'autre. Elle sentait son corps se déchirer. « Appelez mes parents », souffla-t-elle à une infirmière entre deux douleurs. « Ils sont à Lyon. Le numéro est… » Elle le dicta avant qu'une nouvelle vague de douleur ne l'engloutisse. Le dernier souvenir qu'elle eut fut la lumière crue des lampes au-dessus d'elle, des mains qui la retenaient, et sa propre voix répétant comme une prière. « Vis. Bébé, vis, je t'en supplie. » Puis un cri. Un cri fin, presque fragile, comme un fil d'argent, mais bien réel. Le cri de son enfant. Entré dans le monde. Un garçon, entendit-elle à travers le brouillard. Tout petit. Et elle sombra dans le noir. Quand elle rouvrit les yeux, il faisait nuit dehors. Une perfusion était suspendue à côté du lit, un cathéter dans son bras. Son corps semblait étranger, lourd, brisé. Enfin réveillée, dit une infirmière en se penchant vers elle. « Comment tu te sens ?»« Mon bébé, » murmura Hélène en essayant de se redresser. « Où est mon fils ?»« Ne bouge pas, » dit l'infirmière avec autorité. « Le médecin va venir. » Mais quelque chose dans sa voix, dans ses yeux fuyants, glaça Hélène. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle, agrippant le bras de l'infirmière avec une force inattendue. « Dites-moi la vérité. » Le médecin entra sans bruit. Un homme d'un certain âge, le visage marqué, empreint d'une tristesse professionnelle. « Hélène, » dit-il en s'asseyant près d'elle. « Je suis désolé. »« Non » secoua-t-elle la tête. « Non, non, non. Je l'ai entendu pleurer. Il était vivant. Vous avez perdu beaucoup de sang. Il a fallu opérer en urgence, dit-il doucement, fuyant son regard. Le bébé est né avec de graves complications. Nous avons tout tenté, mais c'était un syndrome de mort subite du nourrisson. Je suis désolé. Je ne vous crois pas, hurla-t-elle en tentant de se lever malgré la douleur qui lui transperçait le corps. Je veux le voir. Maintenant. Dans votre état, ce n'est pas recommandé, dit le médecin en la retenant par les épaules. Vous allez vous traumatiser davantage. Je m'en fiche, criait Hélène, se débattant contre les mains des infirmières qui tentaient de la rallonger. C'est mon enfant. J'ai le droit de le voir. Il ne put refuser. 1 heure plus tard, Hélène, pâle, les yeux gonflés de larmes, était assise dans un fauteuil roulant face à un minuscule paquet. Un petit visage de cire, figé dans une étrange paix. Des lèvres bleutées, des paupières closes. Elle tendit la main et effleura la joue glacée. Quelque chose hurla en elle, un cri sourd, déchirant, incontrôlable. C'était son enfant. Sa chair. Son espoir. Son avenir. Et il était mort. Mais au fond de son cœur, derrière le voile de douleur et de désespoir, une pensée obstinée refusait de mourir, ce n'est pas mon fils. J'ai entendu son cri. J'ai senti qu'il vivait. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Le petit cercueil, à peine plus grand qu'une boîte à bijoux, fut descendu en terre dans un cimetière de campagne près de Lyon. Aux côtés d'Hélène se tenaient ses parents, venus la chercher à l'hôpital, et Anna Simon, la soutenant par le bras. Les voisins, discrets, observaient de loin, respectant le chagrin de la jeune mère. « Que Dieu accueille l'âme de ce petit ange », murmurait le prêtre, pressé d'en finir. Hélène restait droite comme un piquet, les yeux secs. Depuis qu'elle avait vu le corps du bébé, plus une larme n'était sortie. Tout semblait consumé de l'intérieur. Ne restait que la cendre. Les fossoyeurs recouvrirent la minuscule tombe de terre, formant un petit mont anonyme. Elle n'avait pas eu le temps de lui choisir un prénom. Elle voulait en parler avec Arthur. Elle voulait que ce soit leur choix. « Viens, ma chérie », dit doucement sa mère en lui touchant l'épaule. « Tu dois te reposer. » Hélène se laissa guider hors du cimetière. Elle marchait comme une poupée mécanique, sans sentir ni son corps, ni le monde. Tout avait perdu couleur et son, remplacé par un brouillard gris sans fin. La dépression l'enveloppa comme une eau noire, lourde, gluante, sans air. Hélène restait couchée, le regard fixé au plafond. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas, ne répondait plus. Ses parents se relayaient jour et nuit, incapables de la laisser seule. « Il faudrait peut-être voir un psy », chuchotait sa mère à son père, pensant qu'Hélène ne l'entendait pas, « ça fait 2 mois déjà. »« Elle est forte », répondait Pierre à voix basse. « Elle est comme moi. Elle s'en sortira. »
Mais lui aussi essuyait en cachette des larmes rares, en voyant le visage émacié de sa fille, ses yeux éteints, ses mains qui tordaient sans fin le drap. La nuit, Hélène rêvait toujours du même cauchemar. Un petit paquet lui échappait dans un long couloir. Elle courait, hurlait, sans jamais le rattraper. Une voix sèche et autoritaire répétait « Ce n'est pas le tien. Pas le tien. » Parfois, Arthur apparaissait dans ses rêves. Perdu. La cherchant du regard. Mais une ombre derrière lui l'empêchait d'avancer. « Hélène » dit un jour Anna Simon en entrant dans sa chambre. Elle s'assit sur le bord du lit. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle posa un dossier sur la table de nuit. Hélène ne tourna même pas la tête. « C'est ton dossier médical. Et le certificat de décès du bébé. J'ai demandé à quelqu'un de m'en faire des copies, » murmura Anna, en se penchant plus près. « Et il y a des choses bizarres, Hélène. Des incohérences. L'heure de naissance est notée 17h20, mais dans le registre de la sage-femme de garde, c'est 15h45. Et il y a autre chose. » Le ton de sa mentor la fit réagir pour la première fois depuis des semaines. Hélène tourna lentement la tête. Quoi? Sa voix était rauque, usée par le silence. Ce jour-là, une autre femme a accouché. Une sans-abri. Elle a abandonné son bébé. Le lendemain, le nourrisson est mort, il était trop fragile. Mais certains documents ne concordent pas. Je n'ai pas de certitude, mais... Hélène s'assit d'un coup, s'agrippant au mur. La pièce tournait. Vous croyez, elle n'osait finir. Vous croyez qu'on m'a montré un autre bébé? Je ne dis pas ça avec certitude, dit Anna prudemment. Mais quelque chose cloche. Vraiment. Dans la poitrine d'Hélène, une étincelle s'alluma. Pas de l'espoir. Pas encore. Mais une colère brûlante. Si son fils était vivant, quelque part, elle retournerait ciel et terre pour le retrouver. Que dois-je faire? Demanda-t-elle. Sa voix était déjà plus assurée. D'abord, te lever. Et manger quelque chose, dit Anna avec un petit sourire. Ensuite, il faudra chercher. Des témoins, des dossiers. Peut-être même contacter la police. Au commissariat, l'air sentait le café bas de gamme et le papier administratif. Le jeune inspecteur Alex Grayson l'écouta attentivement, notant chaque mot. Vous voyez, dit Hélène en essayant de rester calme malgré les tremblements de sa voix. Je sais que mon fils est vivant. Je l'ai entendu crier. Et après, on m'a montré un autre bébé. Déjà mort. Grayson la regardait sans juger, mais sans réelle conviction non plus. Vous avez des preuves? Des témoins. Voici les documents, dit-elle en déposant sur la table le dossier préparé par Anna Simon. Il y a des incohérences dans les horaires, voyez? Mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Demanda-t-il. Quel serait le mobile? Hélène serra les poings. La mère de mon ex-fiancé. Véronique Dubois. Elle a tout fait pour nous séparer. Elle l'a menacé de le déshériter s'il ne me quittait pas. Et quand elle a appris que j'étais enceinte. Grayson releva la tête, soudain plus attentif. Dubois? La propriétaire de la chaîne de bijouterie? Oui, confirma Hélène. Vous la connaissez? De réputation, répondit-il en tapotant la table de ses doigts. Femme très influente. Beaucoup de contacts haut placés. Vous ne me croyez pas, dit Hélène en hochant lentement la tête. Vous pensez que j'ai perdu l'esprit, rongé par le chagrin. Je n'ai jamais dit ça, répondit doucement Grayson. Mais je dois être honnête avec vous, sans appui, sans argent, découvrir la vérité est presque impossible. Surtout si des gens puissants sont impliqués. Hélène le fixa droit dans les yeux. Je retrouverai mon fils. Peu importe ce que ça me coûtera. Et à cet instant, pour la première fois depuis des mois, le brouillard sembla se dissiper. La douleur restait, bien sûr, mais quelque chose de nouveau naissait, une détermination froide, implacable, qui allait désormais la guider. Je vous aiderai du mieux que je peux, dit soudain Grayson. Mais officiellement, il n'y aura probablement pas d'enquête. Trop peu de preuves, juste des soupçons. Il faudra agir officieusement. Merci, murmura Hélène, émue pour la première fois depuis longtemps. Je suis prête à tout. En sortant du commissariat, elle respira profondément l'air frais du printemps. Quelque part, dans ce monde immense, son fils était vivant.
Et elle le retrouverait. Cette pensée lui donnait de la force, faisait battre son cœur plus fort. Je te retrouverai, mon bébé, pensait-elle, regardant les marronniers en fleurs, les nuages qui couraient dans le ciel. Je te le promets. Même s'il me faut toute une vie. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais il apprend à vivre avec. Le printemps céda la place à l'été, l'été à l'automne. Comme si la nature, elle aussi, reflétait l'état intérieur d'Hélène tout fanait, se préparait à l'hibernation. Puis, un jour, de nouvelles pousses, des bourgeons timides, des brins d'herbe perçant la terre assouplie. Et dans le cœur d'Hélène, la douleur restait, mais elle s'était installée comme une vieille cicatrice qu'on ne sent qu'à l'approche de l'orage. 1 an. 1 an jour pour jour depuis qu'on avait enterré un petit cercueil anonyme dans un cimetière de Lyon. Un enfant qui n'était pas le sien. Mais pour elle, cette tombe symbolisait la perte. Son fils, quelque part, respirait. Et elle ne savait même pas à quoi il ressemblait, quelle voix il avait, s'il avait peur du noir, s'il aimait les histoires du soir. Elle intégra la faculté de médecine à sa deuxième tentative. La première avait échoué à cause des papiers perdus et de son état post-accouchement. Mais la ténacité était sa marque de fabrique. Petite comme un moineau, avec un menton volontaire et un regard habité par une force inexplicable, elle se jetait sur les études comme si sa vie en dépendait, au point d'en effrayer ses camarades. Ses journées étaient millimétrées. Le matin, les cours. L'après-midi, les TP. Le soir et les week-ends, les gardes à l'hôpital, grâce à un poste d'aide-soignante que lui avait décroché Anna Simon. Et dans les interstices de son emploi du temps, les recherches. Méthodiques. Harassantes. Souvent vaines. Tu devrais te ménager, lui disait Anna Simon en observant ses traits tirés. Tu ne pourras aider personne si tu tombes. Mais Hélène secouait la tête. Je n'ai pas le droit de m'arrêter tant que je ne l'ai pas retrouvé. Il m'attend. Je le sens. Grayson était devenu son allié secret, une sorte de grand frère. Sec, peu bavard, le regard perçant, le sourire en coin. Il ne croyait pas au miracle, mais ne l'empêchait pas d'y croire. Regarde ce que j'ai trouvé, dit-il un jour en posant une vieille chemise cartonnée sur la table. J'ai fouillé les archives de la maternité. Le registre des accouchements du jour J. Hélène se pencha, les yeux rivés sur les lignes effacées. Tu vois, dit Grayson en pointant du doigt. Dupont H, accouchement à 15h45, garçon, 1,8 kg, 42 cm. Et juste en dessous, inconnu, 17h20, garçon, 1,75 kg, 40 cm. La sans-abri. Curieux, non? Des mesures presque identiques. Alors pourquoi m'a-t-on dit que mon fils était né à 17h20? Hélène feuilletait les pages avec fébrilité. Ils ont échangé les registres. Pas seulement les registres, murmura Grayson. Regarde la suite. Sur la page suivante, certificat de décès. Nouveau-né masculin, né de Dupont H, décédé le 20 avril 2006 à 23h15. Mort subite du nourrisson. Tu vois, montre à Grayson. La page ne ressemble pas aux autres. Police d'écriture plus petite. Papier plus neuf. Ça a été ajouté après coup. Et là, il tourna encore quelques pages. L'acte de décès du bébé de la sans-abri. Daté du 21 avril 2006, 8h30. Le lendemain. Et le papier est visiblement plus ancien. Tu remarques? Le cœur d'Hélène battait si fort qu'elle en avait mal à la gorge. Alors j'avais raison? On m'a montré un autre bébé? Ça en a tout l'air, soupira Grayson. Mais ça ne suffit pas. Ce sont des indices, pas des preuves. Les documents peuvent être falsifiés. Il nous faut des témoins. Des gens qui étaient là. Qui savent. Hélène entama des recherches systématiques. Elle visita tous les foyers pour enfants de la région, éplucha des dossiers d'adoption, interrogea le personnel de la maternité. Partout, elle se heurta à des silences. Certains avaient peur, d'autres avaient oublié, et beaucoup préféraient ne pas se mêler de ça. Elle sentait pourtant que la vérité était proche, mais insaisissable, comme une ombre glissant entre les murs. En mai 2007, un homme fut admis aux urgences traumatologiques pendant la garde d'Hélène, fracture du tibia. Grand, les tempes argentées, des yeux couleur d'orage. Des yeux qu'elle n'avait vus que dans les vieux films perçants, lucides, comme s'ils lisaient à l'intérieur d'elle.
Paul Lacroix, se présenta-t-il pendant qu'elle lui changeait le pansement. Et vous êtes Hélène, à ce que dit votre badge. Vous êtes toujours aussi concentrée quand vous travaillez. J'essaie, répondit-elle, un peu troublée par son regard. Ça se voit, sourit-il faiblement. Vous avez le geste sûr. Vous êtes faite pour ça. Hélène le regarda avec surprise. Vous êtes médecin? Chirurgien orthopédiste. Je dirige le service à l'hôpital central. Ils commencèrent à discuter. Paul était un spécialiste reconnu, auteur de plusieurs publications et méthodes nouvelles pour traiter les fractures complexes. Il avait chuté en escalade dans les Alpes, la corde n'avait pas tenu. Il avait eu de la chance, juste une fracture sévère de la jambe. J'ai souvent de la chance, en fait, dit-il avec un sourire amer. Il y a 5 ans, un incendie a emporté ma femme et ma fille. J'aurais dû être avec elle, dans ce chalet. Mais j'étais bloqué à l'hôpital pour une opération urgente. Moi, j'ai survécu. Pas elle. Hélène resta figée, touchée par la manière calme dont il parlait de son drame. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Ce n'est rien, dit-il en faisant un geste vague. J'ai appris à vivre avec. Les 2 premières années, c'était insupportable. J'ai pensé arrêter la médecine. Et puis j'ai compris, le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'était de continuer. De rester en vie. Et d'aider les autres. Ces mots résonnèrent en elle. Continuer. Aider. N'était-ce pas ce que lui avait appris Anna Simon? Les jours suivants, elle passait souvent dans sa chambre pour une perfusion, un pansement, ou juste demander comment il allait. Un lien étrange se tissa entre eux, comme entre 2 naufragés. Les conversations coulaient naturellement, passant de la médecine à la philosophie, des histoires personnelles aux projets d'avenir. Vous êtes une femme rare, Hélène, dit-il un jour. À votre âge, beaucoup ne pensent qu'aux soirées et aux vêtements. Vous parlez de centre de rééducation pour enfants. C'est mon rêve, répondit-elle. Ouvrir une clinique où l'on soigne tous les enfants, peu importe le portefeuille des parents. C'est noble et difficile. Je sais. Mais un jour, j'y arriverai. La veille de sa sortie, Paul lui demanda de rester après sa garde. J'aimerais vous inviter à dîner. Pour vous remercier. Elle rougit. Ce n'est pas nécessaire. J'ai juste fait mon travail. Non, vraiment, insista-t-il. Vous avez fait bien plus. Vous m'avez redonné goût à la vie. C'est ainsi que leur relation commença. Doucement, prudemment. Avec beaucoup de respect. Paul devint son ami, son mentor. Il parlait médecine, littérature, musique. Il l'emmenait au théâtre, aux expositions, lui présentait des collègues, l'aidait dans ses études. 15 ans les séparaient, mais jamais cela ne fut un obstacle. Hélène ne réalisa pas tout de suite que Paul éprouvait plus que de l'amitié. Et elle mit encore plus de temps à comprendre ses propres sentiments. La douleur de la trahison était encore trop vive. La perte de son enfant, trop profonde. Il faut que je vous dise quelque chose, lui confia Paul un soir, alors qu'il se promenait sur les quais de la Saône. Je ne veux rien précipiter, mais je pense que vous devez savoir. Je vous aime, Hélène. Et si vous avez besoin de temps, j'attendrai autant qu'il le faudra. Elle s'arrêta, fixant l'eau sombre du fleuve. Vous ne savez pas tout de moi. Alors dites-le-moi. Et elle raconta. Tout. La rencontre avec Arthur, leur amour, la trahison. Le bébé qu'on lui avait arraché. Sa quête sans relâche. Paul l'écouta en silence. Quand elle eut terminé, il resta immobile un long moment, puis murmura. Je vais vous aider à retrouver votre fils. Pourquoi? Demanda Hélène en secouant la tête. Ce sont mes blessures, mes batailles. Parce que je sais ce que c'est que perdre ce qu'on a de plus cher, répondit-il simplement. Et si j'ai la moindre chance de vous aider à retrouver ce qui est à vous, je le ferai. Ces mots brisèrent en elle une dernière barrière. Un mur invisible qu'elle avait bâti autour de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se mit à pleurer. Pas de douleur. Mais de gratitude. Et d'espoir. Paul tint parole. Il avait des contacts, des ressources qu'Hélène n'avait pas. Il engagea un autre détective privé et expérimenté, très cher, réputé pour retrouver une aiguille dans une botte de foin. L'homme travailla en tandem avec Grayson,
et ensemble, ils commencèrent à démêler les chevaux menant à Véronique Dubois. Elle a versé une grosse somme au directeur de la maternité, expliquait Grayson, assis dans l'appartement d'Hélène. En échange, il a arrangé les choses avec le médecin de garde et quelques infirmières. Les dossiers ont été falsifiés, les bébés échangés. Ton fils a été emmené hors de l'hôpital avant même ton réveil post-opératoire. Mais, où, murmura Hélène, serrant nerveusement sa tasse de thé froid. Où est-il maintenant? On cherche encore, répondit Sam Mitchell, le deuxième détective, homme taciturne au visage creusé comme une écorce. Nous avons une piste, un foyer pour enfants à Langres, les Petits Anges. Le bébé y a été inscrit comme abandonné, sans aucun document. Mais la date d'entrée correspond. Dehors, il pleuvait finement, longuement. Une pluie qui nettoyait la poussière et la chaleur. Hélène fixait les gouttes qui coulaient le long des vitres, en pensant que, quelque part derrière ce rideau de pluie, à des centaines de kilomètres, se trouvait peut-être son fils. Le temps fila. Hélène acheva ses études de médecine presque sans s'en rendre compte. Entre-temps, elle et Paul s'étaient mariés. Une cérémonie simple, intime, entourée seulement de leurs proches. Pas de luxe, pas d'invités influents, juste les parents d'Hélène, Anna Simon, Grayson et sa femme, quelques collègues. « Tu es heureuse ?» demanda sa mère en l'aidant à ajuster sa robe de mariée en soie, simple et élégante. « Oui », répondit Hélène avec un vrai sourire. « Paul est un homme bien. Le meilleur. Mais tu penses encore à lui? À ton petit garçon? Tous les jours, maman. Chaque minute. Et Paul le sait? Il ne se contente pas de savoir, répondit Hélène en ajustant son voile. Il m'aide à le chercher. Tu comprends? Il veut retrouver mon fils autant que moi. Alors oui, vous serez heureux, dit sa mère en l'embrassant sur le front. Quand quelqu'un accepte ta peine autant que ta joie, c'est de l'amour vrai. Paul tint une autre promesse, il aida Hélène à lancer son projet de clinique de rééducation. Son rêve devenait réalité. Un local fut trouvé, du matériel acheté, une première équipe engagée. Hélène se spécialisa en pédiatrie, avec un focus sur la rééducation des enfants atteints de troubles moteurs ou malformations congénitales. Les recherches continuaient. La piste menant au foyer Les Petits Anges s'avéra fiable. Un petit garçon nommé David, dont l'âge correspondait exactement, y avait été admis peu après l'accouchement d'Hélène. Mais il avait été adopté 2 ans plus tôt par une famille de Strasbourg. Nous avons trouvé leur adresse, annonça Grayson, visiblement ému. Mais il y a un problème. Ils ont rendu l'enfant au foyer il y a 3 mois. Ils disaient ne pas s'en sortir. Trop fragile, trop compliqué. Il est où maintenant? Demanda Hélène en agrippant la manche de Grayson avec une force telle que ses jointures blanchirent. Dans un foyer départemental, numéro 3, près de Dijon. On a tout vérifié 3 fois, Hélène. Ce garçon, il pourrait être ton fils. Le lendemain, Hélène et Paul prirent le train pour Dijon. Tout le trajet, elle garda les yeux fixés sur les champs qui défilaient. Et cette question, obsédante, et si c'était une erreur? Si ce n'était pas lui? Est-ce que je supporterais la déception? Et si c'est vraiment lui, me reconnaîtra-t-il? Me rejettera-t-il? Le foyer sentait la cantine institutionnelle. Murs ternes, rideaux défraîchis, quelques jouets oubliés dans un coin. Tout respirait le manque de moyens et d'attention. David, dit la directrice en hochant la tête. Enfant calme. Très replié. Ça n'a pas marché avec ses parents adoptifs. Il voulait un enfant joyeux, en bonne santé. Lui, il est compliqué. Fragile. Souvent malade. Est-ce qu'on peut lui parler? Demanda Paul, serrant la main d'Hélène. Bien sûr. Il est à la bibliothèque. C'est l'endroit le plus tranquille ici. La bibliothèque était une petite pièce avec quelques étagères de livres abîmés. Près de la fenêtre, penché sur un gros volume, un garçonnet maigre aux cheveux sombres lisait en silence. David, appela la directrice, tu as de la visite. Le garçon leva la tête, et Hélène se figea. Ses yeux d'un bleu profond, comme des bleuets dans un champ. Les yeux d'Arthur. Mais ce regard méfiant, grave, trop sérieux pour un enfant de 6 ans, c'était le sien. Bonjour, dit-elle en s'accroupissant pour être à sa hauteur. Je m'appelle Hélène. Et voici Paul. Mathieu ne répondit pas. Il les observait comme un animal blessé, prêt à fuir.
Qu'est-ce que tu lis ? Demanda Paul en s'asseyant doucement à côté de lui. Une encyclopédie, murmura l'enfant. Sur les dinosaures. Tu les aimes bien, sourit Hélène, la gorge nouée. Oui. Ils sont forts. Et comme ils sont déjà morts, ils ne peuvent pas faire de mal. Ces mots, à la fois enfantins et douloureusement lucides, transpercèrent Hélène. Elle regarda Paul, qui lui rendit un simple hochement de tête. Ils passèrent la journée avec Mathieu. Ils parlèrent de livres, de dinosaures, de ce qu'il aimait ou non dans ce foyer. Peu à peu, il s'ouvrait, parlait un peu plus. Mais il gardait ses distances, refusant encore la proximité. Il a des soucis de santé, confia la directrice quand Mathieu partit déjeuner. Poumons fragiles, infections à répétition. Et des blessures psychologiques, bien sûr. Les parents adoptifs n'ont pas été patients. Ils le trouvaient bizarre, trop nerveux. Mais c'est juste un enfant très intelligent, très sensible. Des enfants comme lui ont du mal à être acceptés. Tout le monde veut un enfant facile et en bonne santé. Nous aimerions faire un test ADN, dit Paul. Il y a une possibilité que Mathieu soit le fils biologique de ma femme, enlevé à la naissance. La directrice changea d'expression. Comment, c'est possible ? C'est une longue histoire, soupira Hélène. Mais si c'est vrai, nous voulons le ramener chez lui. Le test ADN fut sans appel, Mathieu était bien son fils. Son sang, sa chair. L'enfant qu'on lui avait volé 6 ans auparavant, en le déclarant mort. S'ensuivirent des mois de procédure judiciaire. Formalités, enquête, audience. Pendant tout ce temps, il continuait à voir Mathieu, à tisser un lien avec lui. Mais le petit garçon restait sur la défensive. Trop de promesses brisées. Trop d'adultes qui l'avaient abandonné. Pourtant, il y avait quelque chose en Hélène qu'il reconnaissait. Une mémoire enfouie dans le sang. « Pourquoi tu viens toujours ?» demanda-t-il un jour, alors qu'il marchait dans la cour du foyer. Les autres venaient 2 fois, puis disparaissaient. « Parce que je suis ta maman, Mathieu, » répondit simplement Hélène. « Ta vraie maman. Et je te cherche depuis le jour où tu es né. » Elle lui raconta son histoire. Allégée, sans détails trop durs, mais vrai. Comment on lui avait arraché son bébé. Comment elle ne l'avait jamais oublié. Comment elle l'avait cherché, encore et encore. Et lui, demanda Mathieu en désignant Paul, assis sur un banc à quelques mètres. C'est mon papa. Non, mon cœur. Ton papa de naissance ne savait même pas que tu existais. Mais Paul t'aime comme un père. Il m'a aidé à te retrouver. Et si tu veux, il deviendra ton vrai papa. Pour toujours. Mathieu resta longtemps silencieux, les yeux baissés, grattant le sol du bout du pied. Vous allez vraiment me prendre ? Vous ne me rendrez pas si je tombe malade ? Si je pleure la nuit ? Hélène s'agenouilla devant lui, posa les mains sur ses épaules. Jamais. Tu entends ? Quoi qu'il arrive, on ne t'abandonnera jamais. Je te le promets. Le jour où la décision du tribunal entra en vigueur, ils vinrent chercher Mathieu. Il attendait sur le perron du foyer avec un petit sac à dos contenant toutes ses affaires. Mince, pâle, avec une mèche de cheveux tombant sur le front comme Arthur, à son âge. Alors, dit la directrice, essuyant une larme discrète, bon voyage, Mathieu. N'oublie pas de nous écrire. Le garçon hocha la tête, très sérieux. Je vous enverrai une carte pour Noël. Et une lettre aussi. Hélène lui prit la main, cette petite paume fraîche et timide, et ils marchèrent ensemble jusqu'à la voiture où Paul les attendait. Mathieu grimpa à l'arrière, boucla sa ceinture. Tout le trajet jusqu'à la gare, il resta silencieux, les yeux rivés au paysage qui défilait derrière la vitre. 5 ans passèrent une vie entière, tissée de patience et d'un espoir têtu. La clinique, Renaissance, s'était établie dans une paisible banlieue de Lyon. 2 bâtiments en briques claires, entourés d'un jeune jardin, une aire de jeu colorée avec des balançoires adaptés, des rampes à la place des escaliers, pour que chacun puisse entrer sans obstacle. Le vent d'automne emportait les feuilles dorées sur les allées, et Hélène, debout à la fenêtre de son bureau, observait les enfants accompagnés de leur thérapeute faire leur promenade quotidienne. Parmi eux Mathieu. Plus si maigre, moins fragile. Un visage sérieux, une mèche rebelle. Il poussait le fauteuil roulant d'une petite fille, lui racontait quelque chose, et elle riait, la tête renversée. Docteur Dupont, vous avez une consultation dans 15 minutes,
rappela Svetlana, une jeune infirmière fraîchement diplômée. Merci, Sveta, répondit Hélène en s'éloignant de la vitre. Les dossiers sont prêts. Son bureau n'était pas un endroit froid et clinique. C'était un espace vivant, plein d'objets ayant une histoire. Des dessins d'enfants couvraient les murs, Tati Hélène Docteur, la clinique magique, ma nouvelle jambe. Une vieille lampe à abat-jour fleurie, héritée de sa grand-mère. Des photos, Mathieu à la pêche, un portrait de famille elle, Paul, et leur fils, pour leur premier Noël ensemble. Et des manuels médicaux, entassés avec des revues scientifiques, des dossiers patients, son ordinateur où elle écrivait de nouveaux protocoles de rééducation. 5 ans plus tôt, avec Paul, ils avaient réalisé l'impossible. Une clinique qui soigne le corps, mais aussi l'âme. Un lieu ouvert à tous, riches ou démunis. La moitié des places étaient réservées gratuitement à ceux qui n'avaient pas les moyens. Anna Simon, désormais aux cheveux argentés mais toujours droite et vive, dirigeait le service des nourrissons souffrant de troubles du développement. Dans ses mains, on aurait juré que vivait une sagesse ancienne. Elle comprenait les enfants comme personne. Avant tout, ne pas nuire, répétait-elle aux jeunes infirmières. Souvenez-vous, un enfant n'est pas juste un petit corps à remplir de médicaments. C'est une personne, au début de son chemin. Et ce chemin dépend de nous. Hélène avait instauré à la clinique des protocoles mêlant méthodes de pointe et traditions humanistes. Rigueur, précision, attention. Et bienveillance. Pas seulement les mains, le cœur aussi, disait-elle lors des réunions. Sans compassion, il n'y a pas de guérison. Cette phrase figurait sur la plaque commémorative à l'entrée de la clinique, gravée sous le nom de Françoise Dupont, sa mère, disparue juste avant la fin des travaux du premier bâtiment. Son cœur avait lâché. Mais elle était là, partout. Hélène avait appris à vivre avec ses pertes. Comme on apprend à vivre avec une douleur chronique, elle ne disparaît pas, mais devient une part de soi. Parfois, surtout à l'automne, quand le vent était froid et que les soirées tombaient tôt, elle ouvrait une vieille boîte remplie de lettres et de photos. Le passé ne la quittait jamais vraiment. Arthur n'avait jamais donné de nouvelles. Pas d'appel, pas de lettres, aucune tentative de les retrouver. Mais le monde est petit, et les rumeurs circulent. Il n'avait jamais monté sa propre entreprise. Il était resté directeur financier du groupe de sa mère. Il paraissait qu'il buvait. D'abord en cachette, dans les clubs chics, puis de manière plus visible. Un jour, sa photo parut dans les journaux à scandale, l'héritier de la célèbre femme d'affaires provoque une scène d'ivresse dans un restaurant. Hélène n'en tira aucune satisfaction. Juste une tristesse douce pour l'homme qu'il avait été. Celui qui lui avait donné Mathieu. Elle l'avait pardonné depuis longtemps. Pas pour elle. Pour leur fils. Ce jour-là n'avait rien de particulier. Jusqu'à ce qu'une visiteuse réveille en elle des souvenirs qu'elle croyait enfouis. Madame Dubois, dit Hélène en se levant, sentant ses doigts s'engourdir. Qu'est-ce qui vous amène dans notre clinique? Mon petit-fils, répondit Véronique d'un geste vague. Il a besoin d'aide. Les médecins disent que vos spécialistes sont les meilleurs. Hélène resta silencieuse, luttant contre le flot d'émotions qui la submergeait. Voilà la femme qui avait brisé sa vie, volé son enfant, détruit tant de choses. Elle se tenait là, devant elle, et demandait de l'aide. Parlez-moi de l'enfant, dit-elle enfin, en désignant un fauteuil. Paul a 9 ans. Il souffre d'une luxation congénitale de la hanche, non diagnostiquée à temps. Aujourd'hui, les complications ont commencé, il a mal. Il marche à peine. Vous êtes sa tutrice légale? Pas officiellement. Ses parents et mon fils cadet et sa femme vivent en Europe. Ils m'ont confié Paul quand il avait 3 ans. Pour un temps, disait-il. Mais ce temps s'est éternisé, répondit Véronique, et dans sa voix vibrait une amertume si sincère qu'Hélène leva les yeux malgré elle. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose remua en elle. Ce n'était pas du pardon. Mais une forme de compréhension, cette femme souffrait elle aussi. Je ne vais pas vous demander pardon, Hélène, dit soudain Véronique, abandonnant tout ton formel. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je vous demande d'aider mon petit-fils. Lui, il n'a rien fait. Ce sont mes fautes, pas les siennes. Hélène s'approcha de la fenêtre, scrutant le parc. Elle y aperçut la silhouette de Mathieu, marchant toujours aux côtés de la fillette en fauteuil. Son fils vivant, en bonne santé, aimé. Mais combien d'années sans lui? 6.
Autant qu'il avait passé à ses côtés depuis. Je vais étudier le dossier, dit-elle sans se retourner. Je consulterai mes collègues. Vous serez informé de la décision. Merci, répondit simplement Véronique. Et dans ce mot, il y avait plus de sincérité que jamais auparavant. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit Paul ce soir-là, assis dans leur bureau à domicile, parcourant le dossier médical de Paul. C'est un cas compliqué. Je peux recommander d'autres cliniques. Je sais, murmura Hélène en se massant les tempes. Mais je pense à l'enfant. Il a 9 ans, il souffre. Et à voir les radios, ça s'aggrave. Si on n'intervient pas maintenant, il risque de rester handicapé. La décision t'appartient, dit Paul en refermant le dossier. Je te soutiendrai quoi que tu décides. Mais en tant que médecin, je te le dis, on peut l'aider. Ce sera difficile, mais possible. Hélène se leva, vint s'adosser à lui, posa sa tête contre son épaule. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es mon roc. On est le roc l'un de l'autre, murmura-t-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. Mais, qu'en pensera Mathieu? Je lui demanderai demain. Il a le droit de savoir. Mathieu était devenu un garçon réfléchi, incroyablement mature pour son âge. Passionné par la science, surtout la médecine. À l'école, on le trouvait étrange, mais à la clinique, il s'épanouissait, aidant le personnel, parlant avec les enfants malades. Surtout les plus fragiles. Il connaissait la vérité sur sa naissance. Hélène et Paul la lui avaient raconté dès qu'il avait commencé à poser des questions. Sans haine, sans trop de détails. Juste les faits. Mathieu avait écouté en silence, puis avait demandé. Tu m'as cherché longtemps? Chaque jour, depuis ta naissance, avait répondu Hélène. Et je t'ai trouvé. Il lui avait pris la main. C'est tout ce qui compte. Ce soir-là, il était assis sur le canapé, une jambe repliée sous lui, fronçant les sourcils comme Arthur autrefois. Alors, c'est mon cousin, demanda-t-il. Oui. Le fils du frère de ton père biologique. Et il a très mal? Oui, mon cœur. Il a besoin d'une opération difficile. Mathieu resta pensif, jouant avec le cordon de son sweat, un geste qu'il faisait quand il était nerveux. Maman, tu m'as toujours dit qu'on ne devait pas punir les enfants pour les erreurs des adultes, dit-il enfin. S'il est mon frère, et qu'il souffre, alors, on doit l'aider, non? Hélène serra son fils dans ses bras, la gorge nouée. Il était devenu si attentif aux autres, si sensible. Toutes ses peurs que son enfance volait le laisse briser, incapable de faire confiance s'évanouissaient devant cette sagesse simple, mais profonde. Tu as raison, mon cœur. On va l'aider. 3 jours plus tard, Véronique revint avec son petit-fils. Paul était un garçon pâle, aux grands yeux noisettes et au menton volontaire. Il marchait prudemment, évitant de trop solliciter sa hanche douloureuse, mais ne se plaignait pas. « Bonjour, docteur », dit-il en tendant la main à Hélène avec un sérieux étonnant pour son âge. « Mamie dit que vous pouvez me réparer pour que je cours à nouveau. »« On va essayer », répondit Hélène en souriant. « Mais d'abord, on doit faire des examens. Viens, découvre notre clinique. Une infirmière va t'accompagner et te montrer ta chambre. » Quand Paul quitta la pièce, Véronique sortit son carnet de chèques de son sac à main. « Je suis prête à payer le double. Je sais que c'est un cas difficile, et que vous prenez un risque pour votre réputation. Nous facturons le prix du traitement, répliqua Hélène sans détour. Ni plus, ni moins. Ici, tous les patients sont égaux. Véronique rangea le carnet, pour une fois déstabilisée. Merci d'avoir accepté de le prendre. Je ne le fais pas pour vous. Je sais. Et c'est comme ça que ça doit être. L'opération eut lieu une semaine plus tard, après tous les examens nécessaires. 8 heures au bloc. Une reconstruction complexe de l'articulation, des tiges spéciales posées avec précision. Hélène assista toute la chirurgie, sans quitter la table un instant. Véronique attendait dans le couloir, droite, figée, le visage fermé. Quand Paul sortit et annonça que tout s'était bien passé, elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête. Mais dans ses yeux, Hélène vit quelque chose de différent, non plus le masque de la femme de pouvoir, mais celui d'une grand-mère, vulnérable, suspendue à l'existence d'un seul être aimé. La rééducation commença. Paul s'avéra être un patient tenace et courageux.
il supportait la douleur sans se plaindre, accomplissait chaque exercice avec une détermination farouche. Véronique venait chaque jour, malgré les kilomètres, malgré ses responsabilités. Elle restait près de lui lisait des histoires, jouait avec lui. Hélène les observait parfois à travers la vitre de la chambre. La redoutable femme d'affaires se métamorphosait en grand-mère tendre, douce. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu arriva. Mathieu, intrigué par l'histoire de Paul, commença à lui rendre visite. D'abord de loin, puis il lui apporta des livres qu'il pensait pouvoir lui plaire. « T'es qui » demanda Paul à leur première rencontre. « Mathieu. Je suis le fils de la docteure Dupont. Pourquoi tu viens » Mathieu hésita, cherchant ses mots. « Parce que t'es tout seul ici. Et je sais ce que c'est. Et puis, on est un peu de la même famille. De loin. » C'est vrai, s'étonna Paul. Comment ça ? C'est une longue histoire. Je te raconterai un jour. Tu veux que je te montre une appli où on voit les os en 3D ? C'est cool, tu peux observer ta hanche de l'intérieur. C'est ainsi que leur amitié naquit. Mathieu venait après l'école, aidait Paul à faire ses exercices, lui apprenait les échecs, parlait de ses lectures, de ses films préférés. Un lien étrange se tissa entre eux, fait de reconnaissances muettes, de similitudes invisibles. Pour Véronique, ce fut un choc. Elle voyait son petit-fils d'habitude s'y renfermer s'ouvrir, rire, redevenir un enfant. Et cela, grâce à Mathieu. Ce garçon qu'elle avait autrefois arraché à sa mère. Un mois après l'opération, Paul eut soudain une rechute. Fièvre, douleur à la hanche. Les examens révélèrent le début d'une infection. Hélène resta jour et nuit à son chevet, surveillant chaque perfusion, chaque dose d'antibiotiques. Véronique ne quittait pas le fauteuil près de la fenêtre, les yeux rivés sur l'enfant. « Il va s'en sortir » demanda-t-elle à voix basse, lorsqu'il s'endormit enfin. « Oui » répondit fermement Hélène. « On ne laissera pas les choses s'aggraver. » Véronique s'affaissa dans le fauteuil, soudain petite et fragile. « Toute ma vie, j'ai voulu contrôler mes fils. J'ai poussé l'aîné vers l'alcool, et le cadet a coupé les ponts. Il est parti vivre à l'étranger, pour être loin de moi. Aujourd'hui, j'ai peur de perdre la seule chose qui me reste, mon petit-fils. » Pour la première fois, Hélène ne vit plus une ennemie en face d'elle, mais une femme brisée par la vie, terrorisée à l'idée de finir seule. « Paul va s'en sortir » dit-elle d'un ton plus doux. « On fera tout pour ça. » Elles restèrent là toute la nuit, côte à côte. Deux femmes liées par une histoire douloureuse, séparées par un passé dévasté, mais réunies par un enfant qui n'avait rien demandé à personne. Au matin, la fièvre était tombée, la douleur s'atténuait. Paul esquissa un sourire en voyant sa grand-mère et Hélène assises près de son lit. « Bonjour. Je me sens mieux. »« Tu as été très courageux » répondit Hélène en vérifiant la perfusion. « Un vrai battant. »« Comme Mathieu, non » demanda le garçon. « Il m'a dit qu'il avait été malade aussi quand il était petit. Et qu'il s'en était sorti. » Hélène se figea. « Oui, comme Mathieu. » Quand elle sortit de la chambre, Véronique la rejoignit dans le couloir. « Hélène, attendez. » Elles s'arrêtèrent devant une grande fenêtre donnant sur le parc. Le vent d'automne jouait avec les feuilles mortes, et le soleil perçait à travers les nuages, faisant briller les bouleaux d'or. « Je sais que vous ne me pardonnerez jamais » murmura Véronique. « Et je ne vous le demande pas. Mais je voudrais que vous sachiez que je regrette. Pas tout, je ne vais pas jouer l'hypocrite. Mais ce que j'ai fait à Mathieu, lui avoir volé sa mère toutes ces années, ça, je le regrette plus que tout. » Elle se tut, le temps de rassembler ses pensées. « Je pensais bien faire pour Arthur. Je voulais l'épargner, éviter qu'il retourne vers vous. Je ne pensais pas à l'enfant. Et ça, c'est impardonnable. » Hélène observait cette femme autrefois si puissante, désormais écrasée par ses propres erreurs, et elle sentit quelque chose changer en elle. Pas le pardon, trop de souffrance s'était accumulée, mais peut-être une forme d'acceptation. La vie n'était ni noire ni blanche. Même les monstres peuvent avoir mal. « Mon fils est heureux » dit-elle finalement. « Il a une famille aimante, il devient une belle personne. Et je suis reconnaissante pour ça, chaque jour. Le reste, laissons-le au passé. » Elles restèrent silencieuses, regardant Mathieu marcher dans l'allée du parc, racontant quelque chose avec enthousiasme à Paul, qui avançait à ses côtés avec ses béquilles. Deux enfants unis par le sang,
séparés par une histoire qu'ils ne comprenaient pas encore entièrement. Une vie entière les attendait. Faite de joie, de peine, de haut et de bas. Mais là, à cet instant, ils étaient simplement deux enfants dans un parc d'automne, et les feuilles craquaient sous leurs pas comme les pages d'un livre encore à écrire. La neige avait recouvert la clinique Renaissance d'un manteau blanc, adoucissant les contours des bâtiments, transformant les branches nues en dentelle fragile. L'hiver était arrivé soudainement, comme souvent dans la région Rhône-Alpes. Hier encore, il pleuvait, aujourd'hui, le monde semblait plus calme, plus clair, plus propre. Hélène se tenait à la fenêtre de la chambre où Paul terminait ses exercices avant la sortie. Il avait repris des couleurs, ses joues s'étaient rosies, et dans ses yeux brillait une étincelle absente à son arrivée. Il ne boitait presque plus. Restait juste une petite hésitation dans ses gestes, que, selon Paul, le temps finirait d'effacer. « Regardez, docteur Hélène, » dit Paul en levant la jambe presque à l'horizontale. « Je suis comme un danseur étoile. » Un danseur étoile ? Hélène sourit face à son air concentré. « Oui, ceux qui dansent dans les ballets. » Mathieu dit qu'ils peuvent mettre la jambe derrière la tête. Entendre le prénom de son fils sur les lèvres de Paul, aussi naturellement que dans une vraie fratrie, remuait encore Hélène. Deux branches d'une même famille, arrachées l'une à l'autre par la cruauté et la trahison, mais reconnectées par l'amitié de deux garçons. Comme si la vie elle-même recousait les déchirures du passé. On frappa doucement à la porte. Véronique entra, portant des sacs avec les affaires de Paul. « Tout est prêt pour la sortie ?» demanda-t-elle. Dans sa voix, d'ordinaire si assurée, perçait une hésitation. « Paul, mon cœur, tu as bien pris tous tes jouets ?» Pendant les mois passés à la clinique, Véronique avait changé. Pas extérieurement, elle restait droite, impeccablement habillée, refusant que ses cheveux blancs perturbent sa coiffure parfaite. Mais quelque chose s'était fissuré à l'intérieur. Derrière l'armure de son arrogance apparut une humanité, une fragilité, une capacité à ressentir. Quand Paul sortit dire au revoir aux infirmières, Véronique s'approcha d'Hélène. « Je souhaite faire un don à la clinique, » dit-elle sans détour. Pas pour payer les soins de Paul, mais pour aider d'autres enfants. Ceux qui n'en ont pas les moyens. Hélène regarda cette femme qui avait autrefois ruiné sa vie. Dans les yeux de Véronique, plus de calcul, seulement de la fatigue. Et peut-être un semblant de repentir. « J'accepterai votre don à une condition, » répondit Hélène après une pause. Cet argent servira à créer une aile spéciale pour les enfants défavorisés, qui ont besoin du même traitement que Paul. Nous l'appellerons. Elle hésita, cherchant le mot, l'aile de l'espoir. D'accord, dit simplement Véronique, tendant la main pour sceller l'accord, un geste qu'Hélène n'aurait jamais imaginé recevoir d'elle. Leurs mains se touchèrent brièvement. La main froide, sèche d'une femme âgée et celle chaude d'Hélène. Ce n'était pas la paix, ni le pardon. Mais une trêve. Pour les enfants, qu'elle voulait toutes deux protéger. Docteur Dupont, dit Svetlana, l'infirmière de garde, entrant précipitamment dans le bureau d'Hélène. Il y a un visiteur pour vous. La sécurité ne veut pas le laisser entrer, mais il insiste. Il dit vouloir voir son neveu, Paul Dubois. Qui est-ce ? Hélène leva les yeux de ses dossiers. Il s'est présenté comme Arthur Dubois, mais... Svetlana hésita. Il est ivre, mal habillé. La sécurité refuse de le laisser passer, c'est contre le règlement. Quelque chose se déchira en elle. Arthur ? Ici ? Pour la première fois depuis toutes ces années. Elle croyait être prête. Que la douleur s'était transformée depuis longtemps en indifférence paisible. Mais son cœur battait plus vite, ses paumes devenaient moites, comme une étudiante avant un examen difficile. « Je vais le voir, » dit-elle en se levant. « Faites-le attendre dans le parc, au kiosque. Et prévenez Véronique de ne pas faire sortir Paul par l'entrée principale. » Dehors, l'air était glacé et silencieux. La neige crissait sous les pas, et chaque souffle se transformait en buée. Hélène avançait sur l'allée bordée de jeunes thuyas, chaque pas résonnant en elle comme un coup sourd. Arthur l'attendait dans le kiosque, voûté, la peau rouge et les yeux éteints. Vêtu d'un manteau coûteux mais froissé, son écharpe mal nouée, ses chaussures sales. Il sentait l'alcool et le parfum de luxe, un mélange nauséabond. « Hélène, » dit-il en se levant maladroitement, « tu es toujours aussi belle. » Elle resta immobile, observant l'homme qui, autrefois, était tout pour elle. Il avait tant changé. Les joues affaissées, les cernes profonds, les tempes grises, le front marqué de rides.
Il n'avait que 38 ans, comme elle, mais en paraissait 50. « Pourquoi es-tu venu, Arthur » demanda-t-elle, ignorant son compliment. « Je voulais voir mon neveu » répondit-il avec un sourire hésitant, montrant des dents jaunies par le tabac. « Maman m'a dit qu'il était soigné ici. Et je voulais te voir aussi. Ça fait si longtemps. » 13 ans, confirma Hélène. Paul sort demain. Il va beaucoup mieux. C'est bien. Murmura Arthur. Bravo. Tu es devenu une vraie médecin. Tu as fondé cette clinique. Et moi? Il regardait dans le vide. Il avait l'air tellement perdu qu'Hélène ressentit un pincement de compassion. Ma vie est partie en vrille après notre rupture, dit-il soudain, d'un ton étonnamment lucide. J'ai compris trop tard que j'avais perdu ce que j'avais de plus précieux, toi, et notre enfant. Tu as fait ton choix, Arthur, répondit-elle, tentant de garder la voix calme. Et moi, le mien. C'est dommage qu'ils aient pris des chemins opposés. Il hocha la tête, acceptant ces mots. Maman m'a dit que tu avais retrouvé notre fils. Comment s'appelle-t-il? Mathieu. C'est joli, Mathieu, dit Arthur avec un sourire triste. Comment est-il? Parle-moi de lui, s'il te plaît. Hélène parla. Pas de tout, mais elle lui décrivit un garçon intelligent, sensible et gentil, passionné de livres et de sciences, qui aidait les petits patients, et qui s'était lié d'amitié avec Paul sans savoir d'abord qu'ils étaient de la même famille. Il te ressemble, dit-elle. Physiquement. Surtout les yeux. Mais pour le caractère, il tient de moi. T'es-tu? Est-ce que je peux le voir, demanda Arthur avec une supplique dans la voix. Juste de loin. Je ne m'approcherai pas, je te le promets. Hélène secoua la tête. Pas maintenant. Il commence à peine à se reconstruire. Te voir pourrait tout détruire. Arthur esquissa un sourire amer. Je gâche tout ce que je touche. Ça a toujours été comme ça. Il se tut un instant, puis ajouta, tu as raison. Je n'ai pas le droit d'interférer dans sa vie. Pas après tout ce que j'ai fait. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit paquet. Donne-lui ça, quand tu le jugeras bon. Hélène déplia le papier. À l'intérieur, une maquette miniature de voilier, finement sculptée, avec des mâts délicats et de minuscules voiles. Dis-lui que son père lui souhaite du bonheur, même s'il ne mérite pas de faire partie de sa vie, murmura Arthur. Et pardonne-moi, Hélène. Je sais que ça ne changera rien. Mais j'avais besoin de le dire. Il se retourna et s'éloigna, voûté, vieilli, seul un homme qui s'était perdu lui-même. Le soir, après que Mathieu se fut endormi, Hélène raconta tout à Paul. Ils étaient assis dans le salon de leur maison, une grande pièce au haut plafond et à la vieille cheminée que Paul avait restaurée de ses mains. Le feu crépitait, projetant des lueurs chaudes sur leurs visages, dans une atmosphère de calme et de protection. Il a beaucoup changé, dit Hélène en fixant les flammes. Vieilli, abîmé. J'ai eu pitié de lui. Paul l'enlaça doucement. Tu es une femme incroyable, Hélène. Après tout ce que tu as vécu, tu n'as pas le cœur endurci. Elle posa sa tête contre son épaule. Tu sais, avant, je rêvais qu'il souffre autant que moi. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait peut-être souffert plus encore. Moi, j'ai trouvé un nouvel amour, un fils, ma vocation. Lui, il n'a plus que ses regrets. Ils restèrent là, serrés l'un contre l'autre, écoutant le vent siffler dans la cheminée. Dehors, la neige tombait, enveloppant le monde d'un voile blanc, comme pour lui offrir une nouvelle chance. Le lendemain, Paul se préparait à sortir de la clinique. Il portait sa nouvelle veste que sa grand-mère lui avait apportée, enfilait son bonnet, trépignait d'impatience. « Tu viendras chez moi » demanda-t-il à Mathieu, qui l'aidait à finir ses valises. « J'ai un nouveau jeu de construction. Je peux te le prêter. » « Si maman est d'accord, » répondit Mathieu. « Et toi, viens à la maison. On a un chat ?» Elle a eu des petits, tout petits. Les deux garçons échangèrent leurs adresses, se promirent de s'appeler, de s'écrire des mets. Mathieu, plus mûr, plus réfléchi, traitait son cousin avec une bienveillance tranquille. Paul, lui, le regardait comme un grand frère, au sens propre comme au figuré. Hélène les observait, un sentiment de paix étrange au fond du cœur. Les chemins de la vie sont imprévisibles. Qui aurait cru que ces deux garçons se trouveraient un jour, formeraient une famille,
malgré le drame qui avait séparé leurs parents. Véronique vint la voir pendant que Paul s'installait dans la voiture. « Merci pour tout », dit-elle en serrant fermement la main d'Hélène. « Et je me suis trompée sur vous. Vous êtes vrai, bien plus que bien des gens que je côtoyais. » Un aveu arraché à une femme fière par la force de la vie, plus précieux que n'importe quelle excuse. La journée d'été était claire et chaude. La clinique Renaissance débordait de fleurs, ornée de guirlandes, de ballons colorés et d'affiches festives. Disant un cap important pour un établissement médical, surtout un centre aussi unique. Sur la pelouse devant le bâtiment principal, anciens et nouveaux patients, leurs familles, médecins, infirmiers, donateurs étaient réunis. Les enfants couraient entre les chaises alignées pour la cérémonie, les adultes discutaient avec entrain, l'air vibrait de rire et de musique. Hélène se tenait sur une petite scène, balayant du regard cette mer de visages certains familiers, d'autres inconnus, tous émus. Son discours fut bref, mais chaque mot venait du cœur. Notre clinique s'appelle Renaissance, non seulement parce qu'ici, les enfants réapprennent à marcher, à parler, à sourire, mais aussi parce que chacun de nous, adultes, traverse un chemin de renaissance. De la douleur au pardon, de l'amertume à la compréhension, de la perte à une nouvelle raison de vivre. Elle remercia tous ceux qui avaient aidé à bâtir et faire grandir le centre, des plus grands donateurs aux aides-soignants, avec une mention spéciale pour Anna Simon, son mentor du temps du collège médical, aujourd'hui directrice du département de recherche. Parmi les invités, elle aperçut Véronique, toujours droite, mais désormais entièrement grisonnante. À ses côtés, Paul, devenu un adolescent en pleine forme, passionné de robotique, plusieurs fois lauréat d'olympiades scientifiques. Il revenait chaque année. D'abord pour des contrôles, puis par attachement, et cette fois pour l'anniversaire. Seul Arthur manquait. 3 mois plus tôt, il était mort d'une cirrhose, paisiblement, dans son appartement. Hélène l'avait appris par Véronique et s'était rendue aux obsèques, non par obligation, mais en souvenir de celui qu'elle avait un jour aimé, le père de son fils. Avant de mourir, Arthur avait laissé un testament. Une partie de son héritage revenait à Mathieu, un petit appartement dans le centre de Paris et un compte en banque. Son dernier geste de repentir. Après la cérémonie, alors que les invités profitaient du buffet et des spectacles d'enfants, Hélène s'éclipsa un instant dans son bureau. Elle regardait les photos au mur, jalons de sa vie. L'école de médecine, ses premiers patients, son mariage avec Paul, le retour de Mathieu, l'inauguration de la clinique. Une histoire racontée en instants de joie. Paul entra doucement et l'enlaça par derrière. « À quoi tu penses ? » « À quel point tout ça est étrange, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « J'ai cru que j'avais tout perdu quand Arthur m'a quitté, quand on m'a arraché mon fils. Et maintenant, je comprends que sans cette douleur, rien de tout ce que nous avons aujourd'hui n'aurait existé. Mon grand-père disait toujours, le chemin du bonheur traverse souvent les forêts les plus sombres. » Paul l'embrassa sur la tempe. « Viens, les enfants se préparent à lâcher les ballons. » Ils sortirent dans le jardin où les patients et leurs familles formaient un grand cercle, chacun tenant un ballon en main, symbole d'espoir et de nouveau départ. Mathieu, désormais un adolescent de 15 ans, aidait une petite fille en fauteuil roulant à garder son ballon, lui murmurant quelque chose à l'oreille. En voyant ses parents, il leur sourit avec cette lumière dans les yeux que seuls ceux qui se sentent à leur place dans le monde possèdent. Au signal, tous lâchèrent les ballons. Ils s'envolèrent vers le ciel, petites taches colorées dans l'immensité bleue. Hélène les regardait monter de plus en plus haut, pensant que la vie, avec tous ses détours, l'avait menée exactement là où elle devait être. Vers une famille devenue son pilier. Vers une vocation devenue sa destinée. Et vers la compréhension que même la nuit la plus noire finit toujours par laisser place à l'aube. Les ballons devenaient de plus en plus petits, jusqu'à se fondre dans le ciel. Mais Hélène savait qu'ils poursuivaient leur chemin, portés par le vent, emportant avec eux une part de l'espoir de chacun de ceux qui les avaient laissés partir. Tout comme la vie continue, même quand on pense que tout est perdu. Elle coule, change, guérit, referme les cercles et en ouvre de nouveaux. Merci d'avoir partagé un moment avec nos personnages. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez-la avec vos proches. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires sur la force de l'âme humaine, l'amour et le pardon. N'oubliez jamais, le chemin du bonheur passe parfois par les forêts les plus sombres, mais au bout du chemin, il y a toujours la lumière.